Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Bonjour et bienvenue en ce mardi 24 juin 2026, en ce mardi 24 juin torride. La chaleur est en train de bouleverser ce pays et j'adresse un appel à ceux qui nous écoutent. Nous appelons Sud Radio, c'est pas un hasard, nous sommes diffusés dans toute la France, mais nous avons une attache peut-être particulière avec la moitié sud de ce pays où justement cette canicule est en train de sévir. N'hésitez pas à nous appeler, nous ne vous enverrons pas bien sûr de la pluie, mais nous voulons recueillir vos témoignages, faire remonter justement ce à quoi vous êtes confrontés, que vous nous disiez si vous avez des problèmes, est-ce que vos enfants ne peuvent pas aller à l'école, est-ce que vous avez des personnes âgées dans un EHPAD, est-ce que vous avez des familles dans des hôpitaux qui sont en train de souffrir cette chaleur, des amis agriculteurs ou que vous soyez vous-même agriculteur, que vous soyez confronté à cette période caniculaire anormale et dramatique. Bien entendu, on a besoin de vous entendre et il est nécessaire que vous puissiez vous exprimer pour relater cette détresse inattendue et qui risque hélas de se reproduire, nous dit-on, régulièrement à l'avenir. Voilà, donc 0826 300 300. Sud Radio devient un peu radio canicule pendant ces jours-ci. Nous vous accompagnons dans cette épreuve et nous écoutons votre témoignage. À mes côtés, Maud Koffler. J'ai chaud, bonjour. Voilà, mais parce qu'elle n'est pas méridionale, qui a programmé cette émission avec moi, mais Julien Delmas et Zacharias, qui sont des gens du Sud, je vais pas dire qu'ils résistent mieux, mais... On n'a pas froid non plus. Ils n'ont pas froid non plus. Donc voilà, et Julien s'assure de la réalisation de cette émission et Zach prendra vos appels. Je vous invite exceptionnellement à nous appeler autant de fois qu'il vous semblera pour pouvoir témoigner. Et puis Elvin est là parce qu'Elvin, lui aussi, qui est de tempérament méditerranéen, je vais pas dire qu'il se porte mieux que la chaleur, mais il résiste, voilà, et Elvin retranscrira sur le site web de Sud Radio ce qui aura été dit dans cette émission et le contenu, je vous le promets, n'est pas neutre. Après le rejet des OGM, faut-il croire dans les NTG, hein, ce sont les nouvelles techniques génomiques qui pourraient révolutionner l'agriculture. Alors évidemment, il y a des gens qui sont tout à fait enthousiastes à l'idée de cette nouvelle technologie agricole et d'autres qui sont méfiants. Nous recevrons pour en discuter Céline Imard, députée européenne Les Républicains, et Vincent Béguier, directeur général de Agri-Obtention, et on verra avec eux si on peut se réjouir ou pas de l'arrivée des NTG. La police n'a plus confiance dans la justice, celle-ci se plaindrait quelquefois des entraves policières. Est-ce que les policiers ont vraiment reçu la consigne de limiter les interpellations et les arrestations avant le 14 juillet? Nous aurons l'avis de Runi Mana, délégué national du syndicat UNSA Police, qui a l'habitude d'exprimer sur cette antenne et qui s'exprime en général avec son franc-parler. Et puis, alors que notre maison brûle, je vais y revenir dans quelques instants, comment sauver la ruralité, les terroirs, les paysages, les traditions qui font l'âme de la France? Eh bien, je reçois pour en discuter, je reçois passionnément Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs et grand défenseur des authenticités françaises. Il sera avec nous de 13h à 14h. Vous pourrez lui poser des questions sur ces éléments qui sont celles que la France qu'on aime et qui sont confrontés aujourd'hui particulièrement avec cette période caniculaire à certaines situations de détresse. Voilà, Willy Schraen de 13 à 14h sur Sud Radio, c'est un événement et je vous invite à l'appeler. Maud Koffler, qu'avons-nous d'autre à proposer? On va pas changer beaucoup de sujets, on va parler de la canicule pour commencer et des agriculteurs qui doivent y faire face. Oui. On parlera de l'affaire Tabarot-Ciotti, on n'en avait pas encore parlé dans cette émission. Le Tabarot, le ministre des Transports. Tourne au vinaigre, ça tourne au vinaigre. Voilà, qui a menacé Éric Ciotti, donc ça évolue un petit peu. Puis on parlera de Quotidien ulcéré, l'émission Quotidien ulcéré par les propos du député insoumis Raphaël Arnaud. Ça vaut son petit pesant de cacahuètes. Les pauvres biquets, ils sont allés le voir, puis il n'a pas été gentil avec Quotidien. Oui, non, c'est assez drôle. On vous fera écouter quelques séquences lunaires. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Mon humeur porte aujourd'hui sur la maison qui brûle. Cette fois-ci, nous touchons du doigt, et dans la souffrance, les prédictions d'experts qui nous alertent, certains depuis 50 ans, voire 75 ans. Je me souviens, quand j'étais tout petit, je pense à Alain Bombard traversant l'Atlantique sur son canot pneumatique en 1952, du fléau auquel nous sommes aujourd'hui tragiquement confrontés. Le plus révoltant est que non seulement rien d'essentiel, vraiment d'essentiel, la COP21, c'était finalement de la rigolade, n'a été entrepris depuis ce jour de septembre 2002, au sommet de Johannesburg, où Jacques Chirac proclame, on l'entend.
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Oui, notre maison brûle et nous regardons ailleurs alors que le néolibéralisme globalisé persiste à nous conduire vers cet enfer. Et si quelqu'un incarne aujourd'hui la somme de ces reniements et de cet aveuglement, c'est bien Emmanuel Macron. Au lieu de transformer la panthéonisation des héros de la République en meeting électoral par une récupération indigne de l'histoire pour manipuler les Français, Macron devrait commencer à balayer devant son brasero et demander pardon à cette France dont il se dit redevable de l'avoir trahi. Trahison, oui, dont nous payons la douloureuse facture que l'abandon du programme nucléaire décarboné, sacrifié sur l'autel politicien de 2017 pour séduire les copains de Nicolas Hulot. Car si le monde en est arrivé à ce degré de catastrophe climatique, c'est bien d'avoir appliqué à la lettre des doctrines économiques si chères à l'actuel président de la République. C'est d'avoir sans limite laissé une croissance nourrie au seul profit financier, encourager, voire glorifier un capitalisme axé sur la consommation. Celui du premier de cordée dont la fortune doit ruisseler sur les pauvres au bas de la corde. Mais quelle honte! Et comme ça n'est jamais assez juteux, il a fallu surproduire pour continuer à surconsommer, puisque, faute d'industrie enrichissant le pays, nous avons délégué à d'autres, notamment à la Chine, le soin de surproduire à bas coût ce que nous surconsommons à bas prix. Des milliards de containers remplis de produits destructeurs d'emplois qui éradiquent sans la moindre pause le tissu industriel et artisanal français. Cet ultra-consumérisme exacerbé est bien celui qui met le feu à la maison alors que nous regardons ailleurs. C'est donc maintenant qu'il va falloir regarder la maison bien en face, les yeux dans les yeux, en décrétant que la finance pour la finance, c'est-à-dire les vrais amis de François Hollande, est notre ennemi. En décrétant tout de suite l'urgence à repenser la croissance. En décrétant tout de suite une relocalisation massive de notre industrie. En décrétant tout de suite une nouvelle consommation responsable, durable, recyclable, réparable, aussi respectueuse de l'environnement que l'autre a pu l'être des intérêts de la grande distribution sauvage. Ce décret s'appelle le protectionnisme européen, celui du marché commun, pas celui de l'Union européenne bancaire et financière. Eh bien oui, souverainisme et protectionnisme étaient jusqu'ici une insulte brandie par le libéralisme social-démocrate pour dénoncer la xénophobie et la volonté d'isolement de ceux qui subissent aujourd'hui la fournaise. Les faits sont là, aussi têtus que le réel. Ils sont, évidemment, dans le consensus républicain, issu d'une prise de conscience démocratique, les 2 camions de pompiers qui peuvent, s'il en est encore temps, éviter que la maison ne finisse en cendres. Les nouvelles techniques génomiques ont été adoptées, validées par le Parlement européen. Quelle différence avec les OGM? L'eurodéputé Céline Imard et le directeur général de Agri-Obtention Vincent Béguier en débattront dans un petit instant. N'hésitez pas à leur poser toutes vos questions en direct sur Sud Radio au 0826 300 300. À tout de suite. Voilà. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Le Parlement européen a adopté de nouvelles règles autorisant les plantes issues de nouvelles techniques génomiques, les NTG dans l'agriculture. Quelle différence entre les OGM et dans quel cadre juridique européen s'inscrivent ces NTG? La députée européenne et elle-même agricultrice Céline Imard est avec nous pour en parler face à Vincent Béguier, directeur général de Agri-Obtention. Merci à tous les deux d'avoir accepté cet entretien. Bonjour Céline Imard. Bonjour Pierrick Polégas. Bonjour Vincent Béguier, merci d'être en direct et en studio sur Sud Radio. Bonjour. Pour parler de cet épineux dossier qui est très haussier, puisque les OGM nous inquiètent. C'est une angoisse mondiale depuis si longtemps, en période justement de canicule, et on sait le lien qu'il y a quand même entre une forme d'agriculture consommatrice d'eau et d'énergie et le réchauffement climatique. Donc nous sommes confrontés à l'arrivée, après les OGM, organismes génétiquement modifiés, les NTG, nouvelles techniques génomiques, n'est-ce pas? Mais s'il y a une modification du gène, elle n'est pas aussi, j'allais dire, prégnante et angoissante que celle des OGM. Pour autant, l'univers écologique continue à s'en inquiéter, considérant que même sur le plan technique, il y a un danger, bien entendu ensuite sur le plan monopolistique, est-ce que les sociétés peuvent s'en emparer? Et nous voyons qu'en France, le débat est ouvert, et vous n'êtes pas soupçonnable de rouler pour le lobby des OGM, ni vous, monsieur Tréguier. Vous nous dites, attention, les NTG, c'est une vraie évolution.
Non, pas attention. C'est un vrai bonheur d'autoriser enfin l'innovation en Europe. Attention à ne pas se tromper, à ne pas se tromper de combat. Mais voilà. On en demande toujours tellement plus aux agriculteurs. Dans un contexte où on leur demande d'économiser l'eau, d'économiser les intrants. Et finalement, ces attentes sociétales-là, elles se heurtent aujourd'hui au réchauffement climatique. Donc le fait de pouvoir bénéficier d'une innovation qui va permettre d'avoir des plantes plus résistantes à la sécheresse, qui réclament moins d'engrais, moins d'intrants, c'est une très belle avancée. Et comme vous le dites, on ne peut pas soupçonner en fait ces nouvelles techniques génomiques d'être des nouveaux OGM. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des OGM, on a une modification du gène. C'est-à-dire que dans le gène, par exemple, si je prends un exemple très caricatural, dans le gène du cochon, vous introduisez le gène de la tomate. Bon, là, c'est pas du tout ça. On a cette même technique qui a été autorisé pour la santé humaine, pour le vaccin contre la Covid, où on prend le génome et avec la technique des ciseaux moléculaires, en fait, on va réveiller. Je schématise un peu. C'est le principe de l'ARN messager. C'est le principe de l'ARN messager. On va réveiller certaines caractéristiques de la plante et en endormir d'autres pour obtenir certaines caractéristiques de résilience. Donc, pas d'inquiétude à ce sujet. On a vraiment besoin aujourd'hui de répondre à la fois aux attentes de la production alimentaire, d'arrêter de perdre notre souveraineté alimentaire, d'importer, de mettre des outils à disposition des agriculteurs et puis d'avancer, parce qu'on ne peut pas devenir le musée de l'Europe pendant que le reste du monde innove. On ne peut pas priver nos agriculteurs et nos semenciers en fait de ce genre d'innovation. Vous-même, Vincent Béguier, directeur général de Agri-Obtention, vous accueillez assez favorablement cette arrivée des NTG ? Oui, très, très favorablement. Alors pas avec autant d'enthousiasme que Madame Imar, c'est-à-dire pour moi c'est une technique de plus qu'on rajoute dans notre boîte à outils. Je suis moi-même sélectionneur à la base. Aujourd'hui, je dirige une entreprise semencière, mais j'ai été sélectionneur. Et donc, c'est une technique de plus qui va nous permettre d'aller plus vite sur des innovations dans le monde du végétal. Donc, le fait que le cadre réglementaire évolue et nous donne un petit peu plus de visibilité sur l'utilisation de cette technique est plutôt favorable, sachant que, alors il y a deux types de NTG, NTG1 et NTG2. Donc les NTG2 sont toujours considérés comme des OGM réglementés. En fait, et je voudrais revenir là-dessus, OGM, en fait, les NTG sont aussi des OGM, mais non réglementés. En fait, c'est la grande différence entre NTG1 et NTG2. C'est-à-dire que, contrairement aux OGM, qui utilisent l'introduction d'ADN étranger, comme le décrivait Madame Imar, ces NTG dits de niveau 1 ne seront pas soumis à une réglementation qui nécessitera beaucoup d'études pour permettre leur communication. Là, avec ce qui vient d'être voté, on pourra déployer ces NTG1 sans avoir tout l'arsenal de réglementation qu'on avait sur les OGM qui ont été développés de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Quelle est l'activité de Agri-Obtention ? Ça consiste en quoi ? Alors, Agri-Obtention, nous sommes une société d'innovation. Nous créons des variétés sur plein d'espèces et nous sommes une filiale d'INRAE, donc nous mettons sur le marché des variétés de blé, des variétés de maïs, des variétés de carottes, voilà, donc nous fournissons les intrants semenciers des agriculteurs. Ce qui signifie que vous recourriez aux OGM quelquefois ou... Alors non, de fait les OGM nous n'avons pas eu recours du fait de la réglementation qui avait été mise en place, et qui fait que c'était extrêmement compliqué, même si notre actionnaire INRAE a développé des travaux sur le sujet. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous l'auriez fait si ça n'avait pas été réglementé ou autrement dit, vous n'êtes pas anti-OGM non plus, si je comprends bien. Je suis pas anti-OGM, non. Moi, le sujet, on va peut-être y venir, c'est le cadre réglementaire au sujet de la propriété intellectuelle qui se développe autour de ces NTG. Alors moi je partage pas totalement votre avis, Madame Imar, sur le fait qu'on soit en retard. J'estime que le continent européen a justement un foisonnement d'innovation et de nombreuses entreprises présentes sur le continent européen. Là par contre, j'estime que la réglementation anti-OGM, enfin les anciennes versions, celle avec l'introduction d'ADN étranger, a permis de préserver cette diversité d'acteurs qui assure la compétitivité de la production en Europe. Mais est-ce qu'il y a de la souveraineté alimentaire et agricole quand on utilise des technologies dépendantes de trust? Vous voyez ce que le risque est là. C'est bien le sujet. Alors moi, sur cet aspect-là, ce que je regrette sur le règlement qui est passé, c'est que le sujet de la brevetabilité a été repoussé et va être évalué plus tard. C'est ce que je regrette, dans la mesure où effectivement aujourd'hui, en fait, le système d'innovation est réglementé par un système qui s'appelle le certificat d'obtention végétale, avec ce qu'on appelle l'exemption du sélectionneur. Donc en fait,
tout ce qui est innovation, tout ce qui est pool génétique végétale est un bien commun que tout le monde peut utiliser pour créer de l'innovation. Céline Limard, vous avez toujours été très vigilant sur cette question. Alors j'ai toujours été très vigilante sur cette question et les garanties vous et votre parti. Oui, bien sûr, avec les Républicains, mais de manière générale avec la droite, on est très vigilant sur ce sujet et on a des garanties extrêmement sérieuses aujourd'hui. Je vais y revenir, mais moi d'abord ce que je regrette, c'est d'avoir eu à faire face en tant que parlementaire, et tous les parlementaires ont eu à faire face à un lobbying absolument mensonger. Nous avons reçu très plus puissant de 2000 mails. Et très efficace. Absolument. Nous à avons Bruxelles. reçu plus de 2000 mails dans nos boîtes mail pour nous dire qu'on avait face à des nouveaux OGM et qu'il fallait absolument ne pas voter ce règlement. Et je vais vous dire, le jour du vote, le matin du vote, j'ai vu débarquer dans mon bureau, dans tous les bureaux des parlementaires, mais ils sont aussi passés Européens, par des chercheurs de l'INRAE, alors certainement pas vous, mais en tout cas certains de vos collègues, qui sont venus toquer en expliquant que c'était une honte et qu'il ne fallait pas autoriser ce règlement. Et moi je leur ai posé une question, je leur ai dit, messieurs et madame les chercheurs, vous venez dans le Parlement sans rendez-vous et aujourd'hui harcelez les parlementaires, mais en fait, vous êtes payés par l'argent public pour chercher l'innovation. Est-ce que c'est votre rôle, quand vous devez chercher l'innovation, de réguler la mise en marché et de réguler le droit qui s'applique? Non. Et en plus, vous êtes payés avec l'argent de nos impôts. Et bon, là, ils m'ont répondu, oh là là, très gêné, désolé, on a posé des jours de vacances. Qu'est-ce qui les dérange? Ce qui les dérange aujourd'hui, c'est de l'idéologie. C'est de l'idéologie et du militantisme. Aujourd'hui, ils ne veulent absolument pas, ces gens-là, qu'on puisse mettre sur le marché une innovation avec laquelle, par principe idéologique, ils ne sont pas d'accord. Il faudrait rester à l'âge de pierre de l'agriculture. Sur la brevetabilité, j'y reviens puisque vous avez soulevé le sujet. Vous avez parlé assez longuement. Je souhaiterais aussi pouvoir m'exprimer. Je vous donne la parole. Sur le sujet de la brevetabilité, le texte qui a été voté au Parlement européen, c'est ceinture, bretelles et parachute. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord sur les NGT de catégorie 2, donc qui ont plus d'innovation technique que sur les NGT de catégorie 1. En fait, on a un principe d'évaluation. Déjà, premièrement, évaluation scientifique. Expliquons clairement pour nos auditeurs. Ça veut dire qu'il y a un comité d'experts qui se réunit au niveau européen et qui va examiner ces NGT2, ce qu'ils ont trouvé, avant de les autoriser. Est-ce que les NGT supposent un problème pour les lobbies OGM ? Est-ce que ça remet en cause une forme de lobbyisme ou de monopole ? Non, ça ne remet pas en cause. Les deux choses ne sont absolument pas liées. Bon, il n'y a pas de fragilisation de l'un par l'autre. Non, ce ne sont pas les mêmes techniques, il n'y a pas de fragilisation de l'un par l'autre. Mais sur la brevetabilité, sur la traçabilité, on a non seulement une évaluation, mais ensuite on a une autorisation et on a une évaluation ensuite de savoir si dans cette brevetabilité possible, lorsqu'il y a une grosse innovation technique, ça ne nuit pas aux agriculteurs et ça ne crée pas de situation monopolistique. Vous êtes formel là-dessus. Absolument. Plus de garanties pour l'utilisateur, pour le consommateur. Absolument. Et c'est pour ça que le texte a traîné 8 ans au niveau des institutions et 3 ans au Parlement européen. Parce qu'on voulait absolument avoir des garanties sur la brevetabilité et la traçabilité. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'il vaut mieux innover et porter des solutions sur le marché plutôt que de jouer la politique de la peur et de se dire oh là 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 là, attention, on ne sait jamais ce qui peut se passer et finalement appliquer une sorte de principe de précaution qui fait que tout le monde va être perdant à la fin. Christophe Béguet, ces garanties vous rassurent? Alors, tout d'abord, moi je voulais revenir sur le sujet de l'INRAE. La position d'INRAE, elle est très claire. Hein. La position INRAE est favorable au NGT. Et d'ailleurs, il y a un grand plan prioritaire de recherche, donc sélection végétale avancée, qui travaille sur ces sujets avec des financements assez significatifs, hein, plusieurs millions d'euros, beaucoup de chercheurs impliqués sur ce sujet pour développer des techniques. Donc la prise de parole de quelques chercheurs n'est pas celle de l'ensemble de l'Institut. Et vous savez qu'il y a le code de la recherche, on ne peut pas empêcher des chercheurs de s'exprimer. Le code de la recherche, donc voilà. Donc la prise de parole de certains n'embarque pas toute la proposition de l'INRAE. Pourtant, elle est réelle. Elle est réelle, mais dans toute société. Vincent Béguet, vous pouvez pas nier qu'il y a des lobbies surtout dans ces enjeux agricoles et qui sont très puissants et très efficaces. Oui, voilà. Des deux côtés, hein, des deux côtés, oui. Et moi, je voulais revenir. En fait, le sujet, parce que vous avez évoqué les NGT2, mais je parle sur les NGT1. On revient sur les NGT1. En fait, le fait d'introduire cette notion de brevetabilité crée un risque fort quand même d'appropriation de ces techniques, oui. Et surtout par des intérêts privés. De coûts liés à tout cela. Et aujourd'hui, un agriculteur, quand il achète des semences, effectivement, il faut qu'il ait un intérêt à les acheter. Il faut que l'innovation soit suffisamment intéressante pour que la rentabilité tirée de la culture lui permette de financer cette innovation. Moi, ma crainte, c'est ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est que le fait d'introduire la brevetabilité va faire qu'on va décaler
l'essentiel de la valeur de l'innovation sur ces brevets aux dépens de l'innovation génétique, de la génétique de la plante. Et donc, s'il n'y a pas une augmentation de la valeur que l'agriculteur pourra payer pour ses intrants, et pas que l'agriculteur d'ailleurs, il faut penser aussi filière, s'il n'y a pas une augmentation de cette valeur, ça veut dire que toute la valeur va glisser vers ces brevets, et du coup, tous les acteurs qui font de l'innovation sur la création variétale, donc d'utiliser la génétique des plantes, n'auront plus de quoi financer leurs activités, et donc un appauvrissement de la diversité génétique disponible sur le marché. Céline Imar, quelle est la vertu des NTG concrètement pour les agriculteurs ? Alors, la vertu des NTG concrètement pour les agriculteurs, c'est qu'ils vont pouvoir bénéficier de l'innovation pour rendre les plantes plus résistantes à la sécheresse, au changement climatique, et pour utiliser moins d'eau et moins d'intrants. Et la société le leur réclame à grands cris, donc il faut absolument leur donner les outils. Moi, j'entends toutes les craintes qu'on peut avoir, mais aujourd'hui, on a un texte solide et équilibré. C'est comme si à un moment donné, on avait dit, oh là là, est-ce que la biodiversité génétique des vaccins sur le vivant, on empêche Pfizer et Moderna de faire les vaccins Covid, ou est-ce que l'intelligence artificielle, c'est quand même très inquiétant, donc on va interdire en fait les applications Claude, ChatGPT en France, parce que à un moment, enfin moi je veux bien qu'on prive les gens qui sont sur le terrain, qui aujourd'hui qui sont en galère, qui souffrent, parce que les agriculteurs, on leur réclame tout, on leur réclame de produire à bas prix, de produire en toute saison, de produire notre alimentation, de pas trop manifester, de pas ouvrir leur bouche trop fort, et de pas voter pour les extrêmes, et en plus, de produire notre alimentation. Donc, il faut leur donner les outils, il faut absolument avancer. Ça va dans le sens de ce que l'actualité est en train aujourd'hui de soulever comme problématique. Merci Céline Imar, merci Vincent Béguier d'avoir été là. Et justement, on va continuer d'en parler de ces agriculteurs qui souffrent de la canicule. On va voir comment justement ils luttent contre la canicule surtout. Et puis vous aussi, si vous avez des idées à nous donner, à leur donner, peut-être témoigner sur Sud Radio en direct en nous appelant au 0826 300 300. Notre antenne vous est ouverte jusqu'à 14h au moins. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. On parlait à l'instant d'agriculture avec Céline Imar et Vincent Béguier, ces agriculteurs qui font face cette année à une nouvelle vague caniculaire quasi ingérable, Perico. Oui, du jamais vu, les agriculteurs, nos agriculteurs et agricultrices sont confrontés à une situation, on peut dire non seulement torride bien entendu, mais c'est une chaleur étouffante. Les agriculteurs sont sur le pied de guerre pour préserver leur culture, bien entendu, et leur élevage, parce qu'évidemment les animaux souffrent également. Il y a une crainte réelle là aujourd'hui. Les statistiques sont tombées hier et aujourd'hui sur la surmortalité des élevages, surtout dans les volailles. 40 degrés dépassés dans une grande partie ouest du pays. En plus, dans la partie ouest, c'est une agriculture. Il y a beaucoup de maraîchage, il y a la céréale, bien sûr, et beaucoup d'élevage. Le drame, c'est quand la température ne descend pas au-dessous de 20 degrés la nuit. C'est ça le plus embêtant. Et ça met évidemment à rude épreuve ce monde agricole. Les vaches donnent moins de lait, les poules brondent moins d'œufs, et puis les céréales, les blés et les maïs poussent moins, et toutes sortes de cultures. Là, je ne vous raconte pas les gens qui ont un potager qui est en train de partir en fumée, c'est le cas de dire. Et quand ce n'est pas la mort qui frappe les élevages, là aussi, il y a eu de la mortalité énorme, exceptionnelle dans les élevages de volailles. En Bretagne, l'organisme qui est la Sécanime, qui s'occupe de l'équarrissage. Aujourd'hui, les animaux qui sont morts sont totalement, la Sécanime est totalement débordée. On sait qu'il y a des endroits où on n'a plus de place pour mettre certaines personnes, et là, on n'a plus de place pour mettre les cadavres des animaux donc voilà. Panique générale et appel au pouvoir public pour aider ces agriculteurs pourvu que surtout que la période ne dure pas trop longtemps. On ne vous avait pas encore parlé de l'affaire Tabarot-Ciotti qui oppose donc le ministre des Transports au maire de Nice. L'affaire semblerait prendre une tournure hallucinante. Mais oui, pourquoi diable Philippe Tabarot, ministre des Transports et frère d'une députée LR célèbre, a-t-il menacé de faire disparaître le maire de Nice en lui envoyant les Géorgiens? La formule. Autrefois, on envoyait quoi? Je t'envoie les Gitans, je t'envoie les Chinois, voilà. Tout ça se passe au Canif. Il y avait Vazurien des Tabarot, le frère et la sœur. Donc l'ex-sénateur qui est devenu ministre et les députés. Voilà. Alors il y a une connexion qui semblerait caucasienne. Et Philippe Tabarot préside le groupe d'amitié France-Géorgie au Sénat avant qu'il devienne ministre. Et Michel siège dans un équivalent à l'Assemblée nationale. Donc le ton monte entre Monsieur Ciotti, entre le Niçois et celui du Canet. Il y a
un problème, c'est qu'il y a un intermédiaire qui s'appelle David Avaliani, qui est un homme de confiance au passé plutôt trouble, et c'est cet homme qui, dont Monsieur Tabarot menace d'utiliser contre Monsieur Ciotti. Donc, il y a un problème de chauffeur, de garde du corps, d'homme de confiance. Voilà, la justice va peut-être mettre son nez ou sa police là-dedans. C'est une révélation du Canard enchaîné. Donc, on le croit, mais il était étonnant que en plus, ils sont du même parti à l'origine. Maintenant, c'est ces règlements de compte à Alpes-Maritimes. Espérons que tout ça finira dans la négociation et dans la cordialité. Les chroniqueurs de l'émission Quotidien ont été choqués par les propos de Raphaël Arnaud ce dimanche. Ils sont allés les chercher place de la République. Je vais l'expliquer, Perico, justement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Grand moment de télé, comme on dit. Je vous contextualise la scène qui a suscité l'émoi des chroniqueurs de Quotidien. Vous savez donc, dimanche, la France Insoumise a obtenu l'autorisation de monopoliser la place de la République à Paris pour y organiser un meeting-concert à l'occasion de la fête de la musique. L'occasion pour le député Raphaël Arnaud de repointer le bout de son nez et de reprendre la parole en public. On rappelle qu'il ne s'était plus trémoussé devant les caméras depuis l'assassinat de Quentin Derenque à Lyon le 14 février dernier. Et une équipe de Quotidien est tombée sur lui. Et voilà par bribes ce que ça a donné, pour la qualité du son, ça braillait fort derrière. Pourquoi c'est important de faire une fête de la musique ici à la place de la République ? Partout, c'est toujours important de célébrer la culture. Et ça vous dérange pas trop que ça soit contre l'extrême droite, le Quotidien ? Vous allez parler de la jeune garde ? Je vais parler antifascisme comme je l'ai toujours fait, jeune garde, pas jeune garde, l'antifascisme ça sera toujours dans notre ADN. Voilà. Ça vous dérange pas trop le Quotidien encore une fois. Donc la jeune garde reste fréquentable. Notamment de la jeunesse. L'antifascisme reste fréquentable. Et la jeune garde. Pas jeune garde encore une fois. Les jeunes gardes, c'est à quelle solution ? Pas dissolution, l'antifascisme restera toujours fréquentable. Voilà, vous entendez donc Raphaël Arnaud s'en prendre à Quotidien, notamment à Jean-Michel Apathy, qui lui avait plusieurs fois consacré des chroniques à charge. Alors évidemment, ça peut surprendre parce que Quotidien a aussi été le plateau sur lequel ont été tenus ses propos. Marine, victime, comme CNews l'avait rappelé, de racisme anti-blanc. Ce fléau qui touche, d'après les chiffres de l'INSEE, absolument personne. À part Thomas, tué à Crépol par des gens qui venaient texto planter du blanc. J'avais déjà cité plusieurs exemples récents ici, donc on va pas s'y attarder. Jean-Michel Apathy, donc touché dans sa chair, a répondu à Raphaël Arnaud sur le plateau de Quotidien après avoir visionné cette séquence lunaire dans laquelle l'insoumis est à deux doigts de traiter Quotidien de fasciste. Nommément, ça n'a pas l'air de peser sur sa conscience. L'un de ses principaux collaborateurs à l'Assemblée nationale est directement impliqué dans la scène du meurtre. Je pense que c'est le qualificatif qui convient. Il est très à l'aise. Cet homme fait la loi à l'Assemblée nationale. J'ai du mal à m'imaginer, moi, représenté par cet homme-là. Vraiment, j'ai du mal. Et puis, Jean-Luc Mélenchon espère être qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle. S'il pense que c'est en accueillant des gens comme Raphaël Arnaud qu'il va rassembler 51% des Français, à mon avis, il se trompe. Et Jean-Luc Mélenchon le fait monter sur scène. C'est pitoyable. Il fait le cake devant la caméra en traitant en plus les journalistes qu'il estime ne pas être de son côté de fascistes, sans avoir effectivement un mot pour la famille de Quentin Derenque. C'est pitoyable. Ouais, c'est pitoyable, ça leur a fait mal. Attention, un fasciste peut en cacher un autre. Voilà, mais c'est curieux dans cet univers. C'est curieux d'entendre ça sur le Quotidien. Oui, comme dit De Funès dans le film, Monsieur le commissaire, c'est pas grave, mais qu'ils fassent ça entre eux, mais qu'ils fassent ça chez eux, leur dispute. La ville de Lyon va débaptiser une rue et la raison ne va pas vous surprendre. Oui, l'exécutif écologiste de Lyon a décidé de débaptiser la rue Bugeaud, située dans le 6e arrondissement de Lyon, qui est un très bel arrondissement. Une décision critiquée évidemment par le maire de l'arrondissement. Dans les pas du comité Histoire et Mémoire dans la ville, qui avait émis un avis positif pour débaptiser cette rue, l'exécutif écologiste a fait le choix de modifier le nom de rue, référence au maréchal de France, le général Bugeaud, qui était le conquérant de l'Algérie au 19e siècle. Voilà, le maire disait, nous allons faire un travail de présélection de noms de remplacements qui nous ont été proposés via les différentes concertations et qui sont maintenant dans la base de données de la ville de Lyon, a expliqué Aline Guittard, adjointe au maire de Lyon, à nos confrères de Tribune de Lyon. Et de son côté, le maire du 6e, Samuel Soulier, ne décolère pas de ne pas avoir été prévenu personnellement par l'exécutif. Et il dit, la démocratie à la lyonnaise veut que l'on apprenne les sujets qui concernent les arrondissements d'opposition par voie de presse. Pas d'information, pas de discussion, encore moins de débat, ni avec le maire, ni même avec les habitants du 6e, en particulier
particulier ceux de la rue Bugeaud, précise le maire de l'arrondissement. L'an passé, une pétition contre la débaptisation de la rue avait quand même recueilli 2000 signatures. Alors ce que propose le maire, c'est de garder le nom rue Bugeaud dans son orthographe et de renommer l'artère en hommage à Pierre Bugeaud, qui était le membre du Comité national des prisonniers de guerre. Et comme dit Samuel Soulier, ça aurait du sens et ça serait plus simple pour les habitants et entreprises de la rue qui n'auraient pas à faire toutes les démarches administratives de changement de nom. On va voir si la raison gagne la municipalité lyonnaise et si la rue Bugeaud pourra continuer à s'appeler Bugeaud, en remplaçant le maréchal par ce président du Comité national des prisonniers de guerre. C'est à moi encore. Oui, c'est une influenceuse française cette fois-ci qui cope d'1 an de prison pour avoir accusé la police de corruption. Alors là, vous vous dites, c'est fou ce que la justice est devenue sévère en France. En plus, maintenant, elle protège ses policiers. C'est dingue. Et pas du tout la bonne blague. Ça se passe au Maroc. Parce qu'au Maroc, si tu insultes les forces de l'ordre, tu finis en tôle. Et c'est normal. En France, si tu insultes un policier ou un gendarme, tu peux recommencer le lendemain. C'est OK. C'était juste une petite tempête émotionnelle. Ça arrive à tout le monde. Pourtant, ici, l'outrage à agent de police est un délit puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Alors moi, j'attends toujours de voir condamner certains élus LFI qui ont participé à des manifestations dans lesquelles on entendait un bon flic est un flic mort ou police, violeur, assassin. Mais ça, c'est dans un monde idéal ou au Maroc, du coup. Bon, mais écoutez, je pense que l'épisode est à suivre. On espère qu'il n'y en ait pas d'autres. Et puis une nouvelle qui va en réjouir certains. Le principe d'autonomie de la Corse a été approuvé par l'Assemblée nationale. Oui, les députés ont approuvé par 271 voix contre 202. Il y avait 437 votants. Une réforme constitutionnelle visant à accorder une autonomie au sein de la République à la Corse. Hier 23 juin. Cette perspective qui divise au sein de la classe politique doit désormais passer l'épreuve du Sénat. L'étape n'est pas terminée. L'aboutissement du texte est très incertain et pourrait être percuté par l'élection présidentielle. Et puis sans oublier le Conseil constitutionnel qui aurait évidemment son mot à dire. Si les deux chambres s'accordent sur une version commune, celle-ci devra ensuite réunir l'assentiment des 3/5 des suffrages exprimés des parlementaires réunis en congrès à Versailles, donc tous les députés et tous les sénateurs. Ce quota n'a d'ailleurs pas été atteint mardi, mais cela n'entrave pas pour autant le stade de l'avancement du texte. Son adoption à l'Assemblée nationale constitue une étape importante pour la Corse et pour notre démocratie. C'est féliciter Madame Gattel, qui est ministre de la décentralisation. Et quant à son collègue de la justice Gérald Darmanin, il a salué sur X une promesse tenue, parce que lui-même était au départ, avec le président de la République, à l'origine de ce projet. Oui, c'est ce dernier qui était alors ministre de l'Intérieur, qui avait été chargé à l'époque par Emmanuel Macron de mettre sur pied ce projet de loi pour mettre un terme aux violences provoquées par la mort en prison du militant indépendantiste Yvan Colonna. Évidemment, à Ajaccio, on se réjouit, à Bastia aussi. Gilles Simeoni, c'est le combat de sa vie. Espérons que cette situation trouvera sa place dans le cadre de la République et qu'elle pourra apaiser définitivement cette île qui a besoin de sérénité et de vivre ensemble de façon apaisée. Des policiers ont-ils été sommés de ne plus commettre d'interpellation jusqu'au 14 juillet pour permettre à la justice d'avancer sur ces dossiers de viol et d'agression sexuelle? C'est ce qu'a révélé le Canard enchaîné. C'est ce que démentent certains syndicats. On en parle dans un petit instant avec le délégué national du syndicat UNSA Police, Rudy Mana. N'hésitez pas à nous appeler, à témoigner en direct sur Sud Radio au 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Des policiers et des gendarmes sommés de ne plus encombrer la justice. C'est ce qu'a révélé le Canard enchaîné cette semaine. Pour permettre à la justice d'avancer sur ces dossiers en retard, des policiers auraient reçu l'ordre de ne plus interpeller qui que ce soit jusqu'au 14 juillet. Une information démentie par plusieurs syndicats. On fait le point avec le délégué national du syndicat UNSA Police, Rudy Mana. Bonjour. Bonjour. Bonjour Rudy Mana, merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Rudy Mana, je vais y aller directement. La justice n'a pas besoin de consignes du gouvernement pour limiter les incarcérations de gens qui ont commis des délits. Je citais encore l'autre jour l'affaire de ce gamin à Argenton-sur-Creuse qui s'est fait tabasser, torturer, séquestrer, qui s'est retiré avec 5 mois et demi avec sursis. Vous n'avez pas attendu les consignes du gouvernement pour essayer de jouer votre rôle de policier, et vous savez que ensuite la justice passe derrière vous et défait votre travail. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui exactement? D'abord, vous confirmez qu'il y a eu ces instructions ou ces indications où elles sont pas arrivées jusqu'à vous? Non, pas du tout. Donc. Pas du tout, Perico. Je sais pas pourquoi le Canard enchaîné a sorti ça. Franchement, je vous le dis, pas du tout. J'ai eu beaucoup de collègues ce matin encore au téléphone. Personne n'a eu ces consignes. Je vais vous dire une chose.
si on avait ces consignes-là, on ne les respecterait pas. Parce Évidemment. que nous, quand un policier sur la voie publique, vous imaginez bien que si je vois un délinquant arracher le sac d'une mamie, je vais pas le laisser partir parce qu'on m'a donné comme consigne de pas l'attraper. Donc, je vous le dis, l'État ne le fera jamais, l'administration de police ne le fera jamais, ce genre de choses. Et puis même les policiers, si un jour ça devait arriver, ils n'appliqueraient pas ça parce que quand on est policier, on est là pour protéger tous les citoyens. Et si un délit est commis devant nous, irrémédiablement, on interpelle l'auteur et on le présente. Alors effectivement, on a des problèmes aujourd'hui. Et ensuite aller à l'Élysée, c'est pas ça qui va jouer. Qu'à la rigueur, avant une période électorale, on ait vu le gouvernement assouplir certaines mesures de sanctions ou de répression par rapport à un enjeu électoral, je veux bien, et encore c'est de moins en moins vrai, mais là, concrètement, il n'y aurait pas de raison. Malgré tout, Rudy Mana, c'est ce que je disais dans mon introduction à cette séquence, la police peut s'estimer souvent insatisfaite de la façon dont les magistrats qui passent après vous, et vous leur remettez des gens qui ont commis des délits ou des crimes, et la justice naît selon les valeurs républicaines. Ensuite, il y a débat, parce que la chose jugée, c'est la chose jugée. Il y a quand même un énorme problème aujourd'hui, Rudy Mana, entre l'action d'ordre public de la police qui prend des risques, qui se dévoue pour maintenir l'ordre public, et des magistrats qui passent derrière en disant non, c'est pas si grave, il faut être plus souple. Ça, c'est un vrai problème. Évidemment, Pierrico, vous savez, moi ça fait 31 ans que je fais ça et je vous assure que je regarde plus du tout les résultats derrière. C'est terrible parce que si vous continuez à regarder ce qu'il en advient lorsque vous avez interpellé un individu et qu'il est présenté à un magistrat, si vous continuez à regarder qu'il a été libéré, qu'il est tout de suite dehors, en fait vous faites plus rien derrière. Donc franchement, moi je conseille à tous les jeunes policiers qui rentrent dans la boîte et que franchement qu'ils regardent pas ça, qu'ils fassent leur métier, qu'ils essayent d'interpeller ces voyous, qu'ils continuent à les mettre à disposition de la justice. Après, effectivement, on a toujours les mêmes problèmes, les places de prison, une justice qui a une énorme difficulté aussi. Il faut pas se voiler la face. Je crois que c'est la justice d'Europe par habitant qui est où il y a le moins d'argent. Donc en fait, on a des problèmes qui existent depuis de nombreuses années. On a eu un garde des Sceaux pendant 8 ans. Franchement, il n'a pas fait grand-chose. C'est vrai que là, on a un garde des Sceaux qui quand même essaye de faire un peu évoluer la machine. C'est Gérald Darmanin. Donc nous, on espère juste qu'il puisse travailler dans de meilleures conditions pour condamner. Mais quand on est flic aujourd'hui, je vous assure qu'il faut plus regarder ce genre de choses. Il faut interpeller, mettre à disposition, faire voir aux gens que la police, elle est là sur le terrain, qu'elle est là pour eux. Effectivement, quand on voit que l'individu est relâché le lendemain, qu'on voit les victimes qui sont confrontées à nouveau à ces individus, parce que nous, on est sur le terrain et ils nous disent, vous savez quoi, monsieur, je comprends pas, vous l'avez interpellé hier. C'est compliqué pour nous parce qu'on est au contact. Et ça, il faut l'expliquer, c'est pas facile à expliquer. Pour autant, Rudy Mana, la justice et la police souffrent, chacune d'elles, à leur échelle, en manque de moyens financiers, c'est clair. Pour autant, et malgré tout le respect que je porte aux magistrats, ils ne prennent pas les mêmes risques et les mêmes responsabilités. Le policier, il va à la confrontation, il peut se trouver en situation où sa vie est menacée, et beaucoup de vos confrères ont perdu leur vie en exerçant leur mission au nom de la République et de l'État de droit. Et quand on a derrière des magistrats qui vous expliquent, je crois que pour l'affaire de ce jeune homme dont je vous ai parlé, Argenton-sur-Creuse, qui a scandalisé beaucoup de gens, c'est comme c'était la première fois, que c'était leur premier délit, il faut être plus souple la première fois. Vous vous rendez compte l'image que ça donne et le message que ça envoie aux gens qui commettent ce genre de comportement? Mais allons-y carrément, il n'y a pas de problème, on sortira de toutes les façons. Ça vous révolte, ça, évidemment? Ah, mais complètement. Moi, ce qui me révolte, vous l'avez bien dit, tous ces collègues qui ont été blessés, qui ont laissé leur vie pour la France, parce que c'est pour la nation qu'on travaille. Il n'y a aucun problème. C'est pour le peuple de France. Et puis, vous savez, nous, ce qui nous rend complètement fous, et nous, avec le syndicat UNSA, on milite pour ça. Vous savez, quand un policier est agressé, quand il est frappé, il est violenté, et qu'on interpelle l'auteur des faits, et qu'il ne fait même pas 1 minute de prison, ça, on trouve ça absolument
scandaleux. Et ça, c'est pas possible dans un pays comme le nôtre aujourd'hui. Si vous agressez un policier, un gendarme, un professeur, un pompier, vous devez irrémédiablement aller en prison. C'est pas possible aujourd'hui de relâcher ces individus parce que ça veut dire que ces mecs-là, ils ont insulté l'État, ils ont frappé l'État, et du coup, il ne le respectera plus jamais s'il ne fait pas 1 minute de prison. C'est ça, que nous voulons à tout prix, parce qu'on doit respecter ces policiers, toute cette digue républicaine, on doit la respecter. C'est pour ça que la France va si mal. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui respecte cette digue républicaine. Et je l'ai souvent dit sur votre antenne, vous savez, si cette digue républicaine, elle explose, c'est le pays qui va exploser. Donc, il faut bien protéger ces agents. Et j'espère que ça fera partie du thème principal de la prochaine campagne pour les présidentielles. Parce que c'est un enjeu maintenant absolument national et un enjeu vital. Donc, il faut vraiment qu'on s'attelle à ça. Il faut qu'on protège ces agents de la nation, ces infirmières qui souffrent énormément aussi dans les services d'urgence, ces professeurs, ces policiers, ces pompiers. C'est une priorité absolue et ça, par contre, ça nous rend fou de rage quand on interpelle un individu qui a agressé une infirmière aux urgences, qui a agressé un policier, qu'il est libéré 2 jours ou 3 jours après, je vous assure, ça nous rend dingue. Vous n'êtes pas étonné quand même, Rudy Mana, depuis le temps que ces affaires se succèdent et que l'on sent ce délitement du côté de la justice et cette exaspération du côté de la police, que nos gouvernants, l'exécutif, les ministères de l'Intérieur, de la Justice, le Premier ministre, le Président de la République ne prennent pas des positions fermes en disant s'il y a eu délit, que la police est intervenue, la justice doit passer. On défend actuellement justement l'état de droit. Monsieur Bruno Retailleau a dit qu'il faudrait le repenser dans le sens de la rigueur, mais l'état de droit, c'est d'abord que quand la police sévit, la justice suive. Or là, on a l'impression que la justice est là pour corriger les excès de la police. C'est tout à fait indigne d'une république comme la nôtre. Ah ben évidemment, et puis vous avez bien vu là cette affaire dramatique de Liana, les gendarmes ont été déplacés parce qu'ils ont fait une faute. Je crois pas qu'il y ait des gendarmes qui aient manifesté devant les gendarmeries. Par contre, il y a un magistrat qui a été sanctionné par Gérald Darmanin. Il y a des magistrats qui sont allés manifester pour se plaindre du fait qu'elle ait été sanctionnée. Enfin, je veux dire, c'est plus possible tout ça. On vit dans une société aujourd'hui où on doit rendre des comptes. C'est la société actuelle. Les policiers rendent des comptes, les professeurs rendent des comptes, les gendarmes, tout le monde rend des comptes. Il n'y a pas de raison que les magistrats ne rendent pas. 95% des magistrats font leur travail remarquablement. Mais il y a aussi des brebis galeuses dans la magistrature, comme il y a des brebis galeuses dans la police, comme il y a des brebis galeuses dans tous les corps de métier. Et je crois qu'on doit rendre des comptes chacun, parce que c'est important vis-à-vis du peuple de France de devoir rendre des comptes si on a fait une bêtise. C'est comme ça que la société doit évoluer, parce que les gens attendent des explications quand il y a un policier qui a fait une bêtise, quand il y a un médecin qui a fait une bêtise, quand il y a un magistrat qui a fait une bêtise, il doit aussi rendre des comptes. C'est une réalité, il faut qu'on aille vers ça, sinon on n'y arrivera pas. Donc, Rudy Mana, vous considérez que s'il y a une inspection générale des services, la célèbre IGS, vous les appelez les bœufs carottes, qui vous guettent à l'affût de la moindre faute, si vous avez tiré trop tôt, trop tard, s'il y a eu, eh bien, pourquoi il n'y aurait pas une IGJ, inspection générale de la justice, ou des magistrats qui sont eux tenus par des protocoles très précis, encore plus parce qu'ils appliquent la loi, ils ont un rôle essentiel, ils sont une autorité judiciaire, c'est pas le pouvoir judiciaire. Bien sûr qu'il faudrait un comité de contrôle. Alors, ils ont le Conseil supérieur de la magistrature qui est là, mais souvent qui les protège. C'est quelque chose qu'on peut envisager, ça ou non, une autorité régulant le comportement des magistrats? Évidemment qu'on doit pouvoir l'envisager. Je crois que le garde des Sceaux actuel a envie d'envisager aussi ce genre de choses. Il a émis l'idée. Il a émis l'idée et je crois qu'il faut faire évoluer. Franchement, on a affaire à des magistrats. Ils font un travail remarquable, mais vraiment pour une grosse majorité, ils sont débordés, c'est une réalité. Mais il y en a aussi chez eux qui font des conneries, qui font des bêtises. Eh bien, il faut qu'ils soient en capacité de rendre des comptes devant le peuple. Parce qu'après tout, ils sont là pour protéger le peuple. Ils ont un pouvoir énorme, surtout ils ont un pouvoir énorme. Ils peuvent décider d'envoyer ou pas les gens en prison, vous vous rendez compte? Bien sûr. Nous sommes des gardiens de la paix, nous. On garantit la paix du peuple. Les magistrats, ils sont là pour protéger le peuple à travers les sanctions qu'ils vont donner suite aux interpellations qu'ont fait les forces de l'ordre. Donc, je crois que s'ils font une bêtise en relâchant un individu, en donnant des dossiers à des gens qui sont pas en mesure de faire ces dossiers sur des affaires graves, eh ben, il faut qu'ils soient en capacité de rendre des comptes. Et ça, je pense que la société ira dans le bon sens si on arrive à ça. Rudy Mana, est-ce que vous considérez aujourd'hui très, très sobrement et j'allais dire très sereinement qu'il y a en France des gens qui sont morts parce que les gens qui les ont tués auraient dû être en prison?
évidemment, je vais pas vous dire le contraire. Vous savez, on a eu beaucoup d'affaires. On a eu de mémoire aux Jeux Olympiques un individu qui avait été relâché parce qu'il avait été reconnu irresponsable pénalement. Alors là, c'est pas les magistrats, c'est un expert psychiatre qui avait dit que ça va, il pouvait revenir sur la voie publique. Il sort, il va à la gare de l'Est de mémoire ou à la gare du Nord et il plante un couteau dans le dos d'un militaire. Donc, si vous voulez, eux aussi ils doivent rendre compte parce que c'est trop facile de dire non, moi j'ai l'impression que l'individu il est pas si fou que ça. Il sort, demi-heure après, il plante un militaire. Donc, évidemment que ça arrive toujours et ça arrivera encore. Et on doit le limiter au maximum, ce genre de choses. C'est pas possible. Et puis pour les victimes, vous imaginez quand vous avez été victime d'un individu qui a été relâché alors qu'il avait déjà commis des atrocités avant. Mais c'est terrible pour la famille. C'est terrible pour les familles. Espérons que la classe politique prendra la mesure à sa juste proportion et surtout prendra les mesures courageuses et nécessaires qu'il faut pour que justice et police puissent être à même d'appliquer l'ordre républicain et l'état de droit. Merci Rudy Mana d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Je vous dis à très bientôt parce qu'on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Vous restez avec nous sur Sud Radio parce que je vais recevoir un personnage, une personnalité. Il s'agit de Willy Schran, président de la Fédération nationale des chasseurs, grand défenseur des authenticités françaises. C'est l'homme qui défend la ruralité, les terroirs, les paysages, les traditions, tout ce qui fait l'âme de la France, et nous allons discuter avec lui pendant 1 heure. Bien entendu, on va parler de cette tragédie climatique qui met nos territoires et nos agriculteurs dans la souffrance. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce mardi 24 juin 2026, la France dans tous ses états. Je reçois à la fois un personnage et une personnalité. Il s'agit de Willy Schran, président de la Fédération nationale des chasseurs, donc grand défenseur des authenticités françaises. Il défend avec nous sur Sud Radio, il nous défend la ruralité, bien sûr, les terroirs, les paysages, les traditions, tout ce qui fait l'âme de la France. On est dans une situation particulière parce que cette France que nous aimons, cette France périphérique dont parle Christophe Guilly et Jérôme Fourquet, elle est confrontée, elle aussi, à la canicule. Et Willy Schran est quelqu'un qui s'est battu. Alors j'aime bien dire que c'est un Flamand, c'est un gars du Nord, mais des Flandres françaises. Il y a une Flandre française avec une identité, un passé, une culture, et c'est très bien de se dire flamand. Nous avons des gens qui nous écoutent, qui viennent du Quercy, du Gévaudan, du Lauragais, de la Thiérache, de toutes ces contrées qui ne sont pas des non-départements et qui font l'âme de la France éternelle, de la France profonde, de la France réelle. Voilà. Première question, Willy Schran, pour vous remercier d'abord d'être là avec nous. On s'était parlé au salon de la chasse, au Game Fair de la Motte Beuvron, en 2 fois, et puis j'avais compris qu'on s'était pas tout dit. Et c'est pour ça que je voulais absolument que vous reveniez. Je crois qu'on pourrait faire encore 5 ou 6 émissions. Ouais. Vous aurez toujours des choses, à mon avis, assez fortes et des idées assez symboliques à nous transmettre. Je vous pose une question toute bête, toute con, je me permets. Comment se porte la France que vous aimez et qu'est-ce qu'il en reste? Alors bonjour Perico. Elle se porte mal, cette France, celle que j'aime. J'ai l'impression qu'elle est en train de fondre comme neige au soleil. C'est un peu d'actualité aujourd'hui. C'est le cas de le dire. Je m'y retrouve plus, je m'y sens mal. Il y a pas mal de gens qui trouvent aujourd'hui des mots pour expliquer qu'il y a des gens qui vivent peut-être pas bien dans ce pays. Moi, je fais simplement partie sans parler de couleur, sans parler de religion. Être français en France aujourd'hui, c'est dur, tout simplement. Voilà. Et si on est un peu du monde rural, c'est encore plus dur. Et si on porte des valeurs, non seulement c'est dur, et en plus on a l'impression d'être marginalisé. Je vais même vous dire un truc, je suis fou amoureux de mon pays depuis toujours. De ces terroirs que vous venez de citer, Perico, de cette France profonde. Et je me pose pour la première fois de ma vie la question, est-ce que je finirai ma vie dans ce pays? J'en suis même pas sûr aujourd'hui. Ce qui est incroyable. J'avais du mal à partir en vacances il y a encore quelques années, tellement que j'étais amoureux de mon terre, de mon village, de mon clocher, de mon église, de mes traditions, de mes passions. Et aujourd'hui, je me pose la question, et je le dis honnêtement, et je le dis régulièrement maintenant, est-ce que je finirai ma vie en France? Je n'en suis pas sûr. Que vous disiez ça, oui, je considère ça symboliquement comme un drame, Willy Schran. Je suis tellement mis sous pression, j'ai tellement l'impression d'être un alien, un monstre, une ordure, un salaud dans ce que j'aime, dans ce que je vis, dans ce que je mange, dans mes passions, dans mes héritages, dans mes choix politiques, sociaux, économiques. Voilà, je me dis, mais est-ce que je pourrais mourir encore dans ce pays aujourd'hui? Je n'en suis pas sûr.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais souvent cette métaphore. Vous savez, Napoléon interpelle les gens du Directoire le jour du 18 novembre. Qu'avez-vous fait de cette France que je vous avais laissée si brillante? Le général de Gaulle reviendrait. Il est parti en 70. Il dirait à la classe politique qui nous gouverne depuis 50 ans, qu'avez-vous fait de cette France que je vous avais laissée si brillante? Qu'est-ce qu'on lui répond? La première chose, de mon politique a dramatiquement oublié quelque chose. Le plus important, c'est pas de gagner l'élection, c'est de la gagner avec ses convictions. Et aujourd'hui, on a un tel amour de la réussite dans tout, au niveau politique, c'est qu'à un moment, on veut tellement étreindre toutes les classes possibles de la société, tous ceux qui votent. À un moment, vous voulez tellement aimer tout le monde, en fin de compte, que vous ne vous aimez même plus vous-même et que vous n'aimez même plus le pays que vous devriez représenter. C'est-à-dire que vous voulez faire plaisir à tout le monde. Les réseaux sociaux ont été un drame dans ce domaine. En fin de compte, des gens qui ont des convictions. Moi, je fais pas de politique. Et voilà, vous me connaissez, quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Le jour où on retrouvera des gens qui diront des choses, simplement ce qu'ils pensent, et qui l'assumeront, oui, j'aime pas ça, ou je veux ça, et je reste sur mes positions, et c'est comme ça que je vois ma vie, moi je voterai pour celui-là. Et à la rigueur, même si c'est pas tout à fait ce que je veux, au moins je dirais quelqu'un qui a des convictions. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que le monde politique, peut-être pas tout le monde, mais ils ont une grande majorité, est-ce qu'ils ont des convictions? On a tellement peur de vexer quelqu'un, on a tellement peur d'être accusé de quelque chose. On peut pas dire attention cela, entre les couleurs, entre les religions, entre les origines sociales, mais c'est devenu du délire. Donc politiquement, ça veut plus rien dire. Ce qui a multiplié d'ailleurs les solutions politiques. À un moment, il y a tellement de nuances possibles maintenant dans tout ça, on s'y perd. La politique, je vais même dire un deuxième truc, mais comme beaucoup de Français, les gens le disent peut-être pas ou n'osent peut-être pas le dire. Elle me dégoûte. Je l'écoute même plus. Moi qui ai tellement aimé ça, moi qui ai tellement été passionné de politique. J'adore le débat politique, j'aime la politique, j'aime ses convictions. Il y en a même plus. Je m'ennuie à les écouter, ils me fatiguent. Il y en a tellement peu qui me font encore rêver. Il y en a quelques-uns peut-être, mais ils sont tellement rares. Donc une fois que vous n'aimez plus la politique, puis après il y a quoi? Il y a l'administration. On a donné à des technos, on a mis nos vies dans les mains d'une bande de technos. Et combien de fois je l'ai dit, il n'y a rien de plus dangereux qu'un mec, quelque part dans un bureau, devant un ordinateur, et qui est payé pour avoir des idées. Ce mec-là, c'est la gangrène de tout ce que nous sommes, nous. Il doit avoir des idées, donc c'est des normes, donc c'est des règles, donc c'est des lois qui viennent s'ajouter. Et au bout de ce goulot d'étranglement, il y a quoi? Il y a des gens comme vous et moi. Et à un moment, on dit, mais comment je vis encore dans tout ça? Gagner de l'argent en France, mais t'es un salaud quand t'es riche. On entend que ça tous les jours. Voilà. T'as des convictions rurales. Tu bouffes de la viande. Tu bois un verre de vin. T'aimes ton terroir. Ce matin, j'écoutais, il y a un mec qui expliquait à la télévision pendant 10 minutes qu'il fallait surtout pas boire une bière. Mais la bière, quand il fait chaud au Péricot, c'est la meilleure de la journée. Mais c'est celle-là qu'on aime. Mais c'est qui ces gens qui viennent m'expliquer, me donner une leçon de vie, à m'expliquer à moi devant mon poste de télévision, à 6h et quelques, que je dois même pas boire de bière parce que c'est mal de boire une bière. Puis après, il y a le mec qui m'expliquait que c'est mal la climatisation. On est tous en train à moitié de crever de chaud, et il y a un mec qui te fait une leçon. Mais Péricot, vous les entendez, les leçons tous les jours? Des leçons de vie. Le mec, on nous explique tous les jours comment on doit vivre. Willy Schran, j'écoutais hier une émission de France Inter de 1964 avec un médecin qui était à Lille, chez vous, parce que 64 a été une année très chaude. Ils étaient horrifiés, ils avaient 36 degrés dans la ville. Et il disait, le médecin, faut boire de la bière, pas trop. Allez, pas plus de 10 shots, mais ça peut pas faire du mal. Alors évidemment, le commentateur actuel disait, mais vous rendez compte, c'était un médecin, le mec, hein. Voilà. Et je pense pas qu'on soit mort à l'époque d'avoir, alors, on va pas défendre l'alcoolisme. Mais enfin, voilà, quand il fait chaud. Non, mais ça fait partie de la vie, un bon vin. Une bonne bière, faut arrêter. Et puis, qu'on nous laisse simplement choisir. Moi, j'ai pas besoin qu'on me donne des règles sur la quantité de vin, de bière ou de viande que je veux boire ou manger. Je veux la liberté. C'est ma liberté qu'on m'enlève aujourd'hui. Je ne suis plus un homme libre dans ce pays, libre de choisir, libre d'avoir des passions, libre simplement d'avoir des goûts. Et je me prends une leçon d'écologie, je me prends une leçon alimentaire en permanence à la télévision et partout. J'en ai marre de ces donneurs de leçons. Ça m'emmerde. Qu'on me foute la paix, qu'on me laisse choisir ma vie. Moi, je veux être un homme libre. Et ben, la liberté aujourd'hui en France, je suis en train de la perdre. Ma liberté, je la perds. Willy Schran, est-ce que la République a conservé ou se donne les moyens d'aimer la France? À l'école, dans nos institutions, à travers tout ce qui fait fonctionner ce pays. Le besoin, c'est d'aimer la France quand on est en France. Déjà, de s'y sentir bien, de s'y sentir chez soi. Ceux qui viennent de loin,
jusqu'à présent sont venus pour être français, ils étaient fiers de l'être, ils prenaient des prénoms français. Aujourd'hui, on a l'impression que la doxa sociétale, plutôt d'une gauche bien pensante, c'est de dire non, ne vous intégrez pas, ne vous assimilez pas, gardez vos origines, c'est à nous à nous adapter à votre différence, et on appellerait ça la Nouvelle France. C'est ça qu'on nous promet. Mais c'est dans tout, Perico, ce que vous dites là. C'est la République, c'est un cadre qui doit être immuable et immortel. C'est pas à lui de bouger. On y rentre ou on n'y rentre pas. Mais c'est pareil pour tout le reste. On y viendra peut-être, des problèmes de chaleur actuelle, ce genre de choses. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, la République doit s'adapter. La République ne peut pas s'adapter. Elle peut s'adapter dans un programme démocratique, dans une expression politique, et je l'entends, mais pas sur des valeurs. Quand on touche, on peut pas modifier le cadre des valeurs. Si on modifie le cadre des valeurs, c'est le début de la chienlit. Vous dites que c'est pas négociable. Ça n'est pas républicaines d'intégration sont pas négociables. Il y a des valeurs républicaines générales, qu'elles soient d'intégration, ou même pour des tas de choses, pour des gens qui vivent ici. Il y a des valeurs. Et on ne doit jamais adapter ces valeurs à la volonté. Vous savez, c'est tellement plus facile de descendre que de monter un escalier, hein. Mais c'est exactement ça, hein. Alors on baisse le niveau, on abaisse les clés d'entrée, les valeurs, le socle intégral est remis en cause sans arrêt, est affaibli en permanence. Et à un moment, comment on le redresse ce pays? Comment on revient initialement à ce que nous avions? Ça va être terriblement compliqué. Le Nord a été une terre d'échange, de mélange, de rencontres. On peut parler de toutes les nationalités. Les Polonais en particulier pour la mine, ils se sont intégrés. Ils sont devenus des Français heureux. Je parle pas intégrés, des Français heureux. Pourquoi ils sont venus, Perico? Parce que il y avait peut-être du travail, mais il y avait des valeurs. La France c'était un modèle, la France c'était un exemple. C'était pas le bordel, c'était pas la chienlit, c'était pas le foutoir. C'était la garantie d'avoir une vie, d'avoir un cadre, d'avoir des enfants qui seraient peut-être mieux ici qu'ils n'auraient été ailleurs. Il y avait plein de choses comme ça. Aujourd'hui non. Aujourd'hui je retrouve pas tout ça. Je suis avec Willy Schran, vous êtes sur Sud Radio. Je reçois Willy Schran, grand défenseur des authenticités, président de la Fédération nationale des chasseurs. Vous pouvez l'appeler au 0826 300 300. Je sais qu'il a envie de discuter avec vous parce que je sais que derrière l'antenne, il y a des milliers, des centaines de milliers, peut-être des millions de gens qui partagent ce qui est en train d'être dit dans ce studio. Défendre nos valeurs, notre identité, c'est pas du racisme, c'est pas de la xénophobie. Et Willy Schran parle avec son cœur, il parle avec sa passion. Et bien entendu que cet échange est en plein dans une actualité où on a du mal à savoir ce qu'est être français et comment rester français. 0826 300 300, c'est le numéro de la vérité parce qu'ici c'est le Parlons Vrai. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, la radio du Parlons Vrai. Je sais que vous avez chaud. Je vous ai dit, appelez-nous si vous avez des situations à nous décrire. On a besoin de votre témoignage. Vous avez des gens peut-être qui sont dans les hôpitaux, dans des écoles, de la famille. Et je suis avec Willy Schran. Le climat est chaud aussi sur ce plateau parce que Willy Schran est en colère. Il est à la fois en colère et il est peiné parce que la France qu'il aime, la France en laquelle il croit, la France à laquelle il a tout donné, est quelque part en train de se déliter de la faute de ceux à qui on a donné le pouvoir, à qui on a fait confiance. Willy Schran, ça peut se finir comment? Si les uns et les autres ne prennent pas la responsabilité, si la République ne redevient pas républicaine, si l'état de droit ne dit plus le droit, si la justice ne rend plus la justice et si la police ne peut plus faire ce travail, qu'est-ce qui risque d'arriver dans ce pays? Je crois qu'à un moment, ce qui risque d'arriver, c'est quand les braves gens dont je fais partie, voilà, des gens qu'on n'entend pas jamais, qui vont au boulot, qui refont un peu le monde le dimanche midi en famille à l'apéro, mais ça s'arrête là et le lundi matin on a oublié. C'est quand ces gens-là vont vraiment se fâcher. Et là, on risque d'être dans un vrai climat, un moment d'insécurité générale, de guerre civile. Je pèse mes mots, mais on en est vraiment très proche. Voilà. Il y a déjà beaucoup de no man's land dans ce pays, on le sait. Il y a beaucoup d'endroits, et j'ai vraiment une pensée pour les forces de police et de gendarmerie qui font tout ce qu'elles peuvent, qui font un boulot formidable. Mais elles, mieux que personne, savent à quel point on est à 2 doigts de l'explosion. Je parle pas des banlieues chaudes, je le redis. Il y a un moment, il y a des villages qui se fâcheront, des gens qui habitent dans les campagnes qui se fâcheront. Et la vraie révolution, elle vient toujours de là, hein. Quand eux, ils mettent en route, on y est, hein. Et ça risque d'arriver. Le vrai danger qui peut sortir de ça, c'est que je sais qu'il y a des gens, je pense à des garçons comme Mélenchon, qui attendent ce moment-là, qui attendent que tout explose pour essayer de prendre en main ce pays. Pour le plus grand malheur de ce pays et pour le plus grand malheur de gens comme nous. Donc on est à un moment extrêmement délicat. La présidentielle doit donner une vraie réponse. Si elle ne la donne pas, sur ces valeurs, sur ces principes-là,
je pense qu'on va droit dans une catastrophe. C'est pas à 10 ans, c'est pas à 5 ans, c'est à moins de 2 ans. Il y a deux personnalités qui semblent attendre le chaos. Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il se dit ça sera l'occasion pour moi effectivement d'apporter la paix civile de la France insoumise, à sa façon en installant la Nouvelle-France. Et puis il y a peut-être, on dit qu'autour du président de la République, éventuellement on envisage un chaos qui permettrait en 2032 à Emmanuel Macron d'être réélu au premier tour. Donc vous voyez, chaque homme politique peut trouver dans une situation chaotique les motifs de son ambition personnelle. C'est surtout la possibilité de reprendre les choses en main à travers les faiblesses qu'on ne doit pas assumer. C'est facile. Voilà, quand ils en ont quelques-unes. Et il y en a quelques-unes en général, bien sûr. Willy Schraan, vous êtes président de la Fédération de chasse, vous êtes un chasseur dans l'âme, dans le cœur. Pour vous, le mot chasse n'est pas ce que vous représentez comme une espèce de tuerie, avec des gens violents qui sont là habillés en militaire, avec des fusils et qui tirent sur tout ce qui bouge pour faire table rase. Pour vous, c'est une culture, c'est une tradition, c'est une façon d'être français. C'est un mode de vie. Est-ce que, alors, le reproche qu'on fait aux chasseurs, ils sont armés. Et un jour, les chasseurs, s'ils se fâchent, ils pourront devenir dangereux. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous répondez à cette... oui, ça existe toujours, mais bon, ce soupçon d'accusation. Ce soupçon, je veux dire, il y a bien plus de danger que la panique vienne des kalachnikovs qui traînent dans les banlieues que des calibres 12, du papy dans nos villages. Voilà. D'ailleurs, c'est compliqué d'acheter un fusil de chasse, c'est pas compliqué de trouver une kalachnikov sous le manteau dans les banlieues actuellement. Bon, donc à partir de là... Ça se vend sous le manteau, comme voilà, on dit. Sous le manteau, même des fois pas tellement sous le manteau. On est limite en vitrine improvisée maintenant, donc il y a même plus de manteau. Pour revenir effectivement à ces valeurs de la chasse, il y a beaucoup de gens qui détestent la chasse, il y a surtout beaucoup de gens qui me détestent. Un passage chez vous, Perico, ça va me faire quelques milliers de menaces de mort, c'est pas grave. J'ai des convictions, moi je les assume. Je ferai un rempart de mon corps, oui. Allez, alors on aura 2 jolis corps qui feront rempart, ça va être magnifique. La chasse pour moi, c'est là où on a du mal à expliquer ça aux gens, c'est un mode de vie. C'est une approche de la nature, pourtant respectueuse. Je ne suis pas un type sanguinaire qui prend un pied quand je vois un animal se débattre dans son sang par terre. Ça n'est pas vrai. Mais j'ai une relation avec la nature, avec le terroir, avec la ruralité, où je place l'être humain au milieu des choses et pas d'une façon contemplative comme les gens effectivement voudraient le mettre aujourd'hui ou rêvent de le mettre demain. Cette chasse, j'en ai besoin. J'en ai besoin dans mon équilibre. Je serais tenté de dire, heureusement qu'il y a des gens qui sont allés à la chasse à un moment. Sinon, je pense que la grande majorité de l'espèce humaine serait restée tout poilu en haut des arbres. C'est comme ça que ce serait. Voilà. C'est la convoitise. C'est une théorie. Voilà. Si on n'avait pas, mais c'est plus qu'une théorie, c'est une évidence. C'est la convoitise du monde animal. Voilà. Si en clair, on n'avait pas jardiné, si on s'était pas mis à pêcher, à chasser, à essayer de maîtriser la nature qui nous entourait, d'une façon ou d'une autre, par la chasse, la pêche ou simplement dans l'utilisation de cette nature, je pense que l'être humain n'aurait jamais évolué et la masse cérébrale ne se serait jamais développée. Darwin le confirme. Mais Darwin le confirme. Voilà, bien sûr. Donc maintenant que ce soit cadré, qu'on fasse attention, qu'il y a des armes, tout ça, oui. Mais moi, j'ai besoin de cette relation dans la nature. J'ai besoin d'aller dans cette nature. J'ai besoin de temps en temps de chasser, de tuer un animal. Et il faut le dire, on va dire prélever. Non, je tue un animal que je vais manger. Je vais y prendre beaucoup de plaisir. C'est un moment de convivialité extraordinaire. Comment on peut renier la chasse qui doit mourir de toutes les façons. Qui doit mourir de toutes les façons. Sous les crocs d'un prédateur. Voilà, d'un prédateur. Ou de toute façon, pour des questions d'équilibre, voilà, il y a un nombre d'animaux à tuer dans chaque espèce, les chevreuils, les sangliers, les cerfs, et les petits animaux aussi, et les oiseaux. Et voilà, et tout ça, on est obligé d'établir un équilibre pour pouvoir garder la nature comme elle est là et conserver notre biodiversité. Donc, le chasseur, au-delà de cette passion, comme on veut le voir là, a une vraie place stratégique dans ses équilibres. Donc moi, je vois des gens qui hurlent, les chasseurs-ci, les chasseurs-là, puis le jour où il y a une bande de sangliers qui vient retourner le jardin, alors là, on prend conscience qu'il se passe quelque chose. Là, il y a un problème. Ce sont des gens qui hurlent, dont certains... Je les interpelle souvent, je leur dis, vos combats est tout à fait acceptable, hein. On est voltairien, on donnerait notre vie pour que ces gens puissent continuer à s'exprimer. Lorsqu'il s'agit d'aller dénoncer l'abattage rituel, où l'on sacrifie des animaux vivants dans des abattoirs au nom de certaines religions, je leur dis, vous êtes beaucoup plus timide et beaucoup plus discret. C'est étonnant, ça aussi, quand même, hein. On voit la paille qui est dans l'œil du chasseur, et on voit pas la poutre qui est dans l'œil de celui qui égorge un agneau ou une vache vivante. Donc, moi, ce côté-là m'a jamais dérangé. En fin de compte, j'ai ma conception des choses. Je suis un. Enfin, le fait que ces personnes ne voient que l'un, voilà. Que ces personnes-là, effectivement, bougent pas, mais parce que de toute façon, elles n'ont pas de conviction. On est dans l'idéologie dans cette affaire. C'est des réactions pseudo-politiques, c'est se dire de gauche, écolo, c'est encore mieux, c'est dans l'air du temps. Donc dire que les chasseurs c'est des cons et les combattre, voilà. Je vais vous dire un truc, Perico, qui est extraordinaire, c'est que on a des associations anti-chasse actives sur le terrain.
Des filles souvent qui viennent, voilà, la chasse à courre par exemple, qui est quand même la chasse la plus naturelle qui existe. Pour une bestiole qui court après d'autres bestioles, c'est tous les jours dans la nature comme ça, on peut pas faire plus simple. Et quand on voit que ces gens qui passent du temps à venir empêcher que la chasse se passe, tout ça, non seulement finissent par prendre conscience qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire devant leurs yeux. On en a une partie qui finissent par passer le permis de chasser. Non mais vous voyez quand même le cheminement, vous arrivez en militant anti-chasse et vous sortez en chasseur avec le permis. Ça fait une quinzaine qui le passent. Ça fait, c'est pas un cas. Ça fait une quinzaine de gens de ces associations, voilà. Et surtout des femmes qui viennent et qui finissent par dire, mais on m'a dit que c'était quand même si, je regarde, je comprends, aïe aïe aïe. Et puis je finis par aimer, et puis je finis par devenir chasseresse, qui est quand même un truc incroyable. Moi je le dis simplement, ne reniez pas ce que vous êtes, ne tournez pas le dos à votre histoire. Que vous pratiquiez ou pas, mais sachez que dans chaque personne, homme ou femme, il y a un côté chasseur qui existe. Donc ne vous battez pas contre vous-même, ne chassez pas le naturel, il reviendra au galop de toute façon. Et si vous l'avez oublié, vous avez au moins eu 2 ans ou 3 ans dans votre vie, et si à cet âge-là on vous aurait mis un arc dans les mains, la première chose que vous auriez fait avec des flèches, c'est essayer de tuer un oiseau, parce que c'est dans votre sang. Les prédateurs les plus violents ne sont pas forcément les chasseurs. Vous êtes en direct avec monsieur Willy Schran sur Sud Radio. Vous entendez cet homme s'exprimer avec son cœur, sa passion, sa foi, pour défendre la France qu'il aime, la France dans laquelle il croit. Appelez-nous au 0826 300 300. On va parler ruralité et campagne maintenant. Les campagnes, l'agriculture en souffrance, nos paysannes et nos paysans, on peut le dire, qui crèvent. Là, ils crèvent de chaud aujourd'hui en plus, mais ils crèvent sans ça, parce qu'ils sont maltraités, pas aimés et oubliés. Et je vais demander à Willy Schran son avis, et vous allez nous appeler au 0826 300 300. Zacharias attend votre appel pour donner le vôtre. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, la France dans tous ses états. Sud Radio. Parlons vrai. Ce soir, mettez-vous au rythme du football avec les tontons du mondial sur Sud Radio. Bonjour, c'est Joseph Ruiz. Je vous donne rendez-vous à 20h pour 1 heure de débat sans langue de bois. Autour de la table, il y aura notamment Éric Blanc. Éric, est-ce que tu es prêt à parler vrai ? Je suis prêt, parlons vrai. On n'est pas là pour ramasser les confettis et beurrer les sandwichs. Les tontons du mondial, ce soir 20h-21h sur Sud Radio. Avec Impulse, qui accompagne les champions jusqu'au sommet. Ah, en attendant que la visio commence, t'as une voiture électrique toi, non ? T'es contente ? J'hésite, moi. Ah ben n'hésite plus. Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes sur Sud Radio, mardi 24 juin de canicule. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un peu radio canicule parce que nous vivons en osmose avec ces Françaises et ces Français qui souffrent. Il est 13h31 et j'ai l'honneur d'avoir à côté de moi dans le studio Willy Schran, qui incarne, on l'a entendu là pendant une demi-heure, qui incarne cette France qu'on aime, les valeurs de la France, la République, la patrie, la nation, tout ce qui nous a rassemblés, tout ce qui nous a fait rêver et dont nous constatons, lui et moi, et lui parce qu'il est sur le terrain, qu'elle est bien malade, bien souffrante et qu'on voudrait pas que ça aille au-delà dans le désastre. Willy Schran, est-ce que la réponse à ce désarroi, à votre souffrance, je peux parler je sens du chagrin en vous également, et de la colère bien entendu, est-ce que la réponse peut être politique au vu de l'arsenal politique dont on dispose aujourd'hui ? Alors elle doit être politique. Elle doit être politique. Si la question est, insidieusement, est-ce que j'ai devant moi des gens qui soient susceptibles à une seule personne de répondre à cette équation-là tout de suite, je dirais non. À mon goût, non. Non. Donc il va falloir encore trouver une solution que moi j'ai pas trouvé, mais je ne parle que pour moi. Je vais utiliser un mot qui vous est cher, il n'y a pas le calibre, si je comprends bien. On va manquer un petit peu de cartouches. Donc voilà, mais je dis pas qu'il y a pas des gens qui sont capables d'incarner tout ça pour ce pays, et on en connaît. À eux maintenant de se dire peut-être qu'ils n'ont pas envie ou peut-être qu'ils hésitent, mais là il faudra pas hésiter longtemps. C'est peut-être pas facile aujourd'hui de prendre de se lancer dans une campagne présidentielle parce que quoi qu'on en dise, et quand on voit la violence de ces réseaux sociaux, on sait que t'as plus de vie. Tu vas donner 5 ans à ton pays, mais c'est fini. Tu pourras même plus aller manger avec ta femme au restaurant le midi quand t'es plus président de la République. C'est d'une violence sans limite, que tu sois bon ou pas bon. Il y a des endroits où on se pose la question. Voilà, mais voilà, et de toute façon, tu seras élu par une moitié et l'autre moitié te détestera. Donc le décor est bien planté, mais il y a des gens aujourd'hui capables de se lever, et je dis à ces gens-là, vous ne pouvez pas rester assis. Vous ne pouvez plus rester assis.
Parce que ça va mal finir. Dites-vous bien que vous avez, et je parle simplement à leur cœur, vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants. Si vous n'avez pas le courage d'y aller maintenant, eh ben vos enfants, vos petits-enfants vivront un enfer ou ne vivront peut-être plus comme moi dans ce pays dans quelques années parce que vous n'avez rien fait. En haut de l'État, ils le savent, hein, ça, ils le savent très bien. En haut de l'État, ça... Je préférais qu'on réfléchisse à des solutions plutôt effectivement à des post-défaites et à des post-problèmes. Willy Schran, vous êtes né dans la ruralité, oui, dans cette belle campagne du Nord, hein, aux portes du Pays plat. Voilà, au pied de Cassel. Au pied de Cassel, entre les terrils et puis... Avec un peu de sang belge, un peu de sang hollandais. Voilà. Ça s'entend vraiment bien. Flamand. Et surtout un vrai Européen aussi. Bon. Oui, et puis longtemps un vrai Européen. Mais aujourd'hui, beaucoup de dégoût pour l'Europe qu'on me présente. Alors, on va en parler. On va en parler. Je ne veux pas de cette Europe-là. Moi, je ne vois pas l'Europe. L'agriculture est en souffrance aujourd'hui pour des raisons climatiques qui sont consécutives à des choix économiques, de délocalisation. On a confié à des pays asiatiques le soin de fabriquer des produits polluants qu'on voulait pas produire nous-mêmes parce que ça permet de payer pas cher, enrichir la grande distribution. On a creusé un trou, j'allais dire, avec cette masse carbonique qui est en train aujourd'hui de nous asphyxier et de nous retirer, et des paysans qui sont en train de crever, des cultures qui vont sécher, des animaux qui crèvent dans les poulaillers, dans les étables. Est-ce que la France a fait ce qu'il fallait pour préserver ce qu'elle avait de plus précieux, son agriculture? Et est-ce que l'Europe n'est pas venue derrière pour, j'allais dire, aggraver la situation? Alors que la PAC, on nous disait ça va tout sauver. Jamais l'agriculture française n'a été dans une telle détresse. Comment vous expliquez ça? Parce qu'on n'a pas été... En fin de compte, on a été les gens qui nous ont dirigés ces derniers temps, et il y a plusieurs mandats présidentiels dans ce sens-là. Aujourd'hui, nos élus pensent plutôt Europe que France, et c'est une erreur monumentale. Moi, je ne suis pas polonais, je ne serai jamais italien. Il y a des gens que j'aime bien là-bas, qui ont un sentiment d'appartenance géographique qui s'appelle l'Europe, sur un accord monétaire, peut-être sur une monnaie, tout ça, mais les spécificités à la française, l'activité, l'industrie, l'emploi, le niveau de vie, ça c'est français. C'est français. Moi, je suis pas là pour essuyer les plâtres, effectivement, d'autres pays qui veulent frapper à l'Europe et rentrer aujourd'hui en Europe. Et ça fait des années qu'on est en train de perfuser tous ces gens qui rejoignent l'Europe. C'est le même principe qu'on a en interne. Tout à fait. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Là aussi, au lieu de dire, mais c'est exactement la même chose, Perico. Au lieu de dire, il y a un socle des valeurs des 4 premiers pays qui ont fait l'Europe. Et ce socle-là, si vous aimez, vous rentrez, mais on change rien. On va dire 6. Allez, on va dire 6. C'était les 6, on va dire. Mais et on change rien. Mais c'est pas ce qu'on fait. On le fait comme on le fait aujourd'hui en France. On change et on adapte toujours le cadre à des nouveaux arrivants. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. Et pas au mieux disant, au plus mal disant. Au plus mal disant, au plus malin, au plus qui. On s'adapte sur les normes les plus injustes. Donc on remet des choses en cause. Ils arrivent tous avec un bout d'idée qu'il faut adapter tout ça. Aujourd'hui, l'Europe ressemble pour moi plus à rien. Je fais partie de ces gens. Il y a eu un moment des gens de droite qui avaient le courage de dire faut peut-être sortir. Moi, je dis aujourd'hui, personnellement, moi, on vote demain, je vote pour sortir de l'Europe. J'assume tout de suite. Alors, il n'y a personne qui ose le dire. Oui. Moi, je sors de l'Europe. Mais vous n'êtes pas le seul à vous Je sors de l'Europe. Donc, l'Europe, comme elle est là, aujourd'hui, j'en veux plus. Vous n'êtes pas le seul à vous poser la question, je peux le vous garantir. Willy Schran, il y a Serge qui nous appelle de Vaison-la-Romaine. Willy Schran, Serge dit que vous lui faites monter les larmes aux yeux. Ça va, Serge? Oui, écoutez, heureux de vous entendre. Est-ce qu'il fait chaud à Vaison-la-Romaine? Est-ce qu'il fait chaud d'abord? Dites-moi quelle température. Énorme, pas loin de 40 degrés. Bon, bien sûr. Serge, on vous écoute. Bonjour, oui, Willy Schran vous écoute. Très, très heureux de vous avoir, de pouvoir me laisser parler aujourd'hui, parce que Willy, que je ne connais pas, mais il m'a fait venir les larmes aux yeux, parce que je suis à 100% d'accord avec tout ce que je viens d'entendre. Je partage, je bois son propos, parce que j'en ai marre de ce pays. Je vous le dis franchement, j'en ai marre. Ma France, je l'ai aimée jusqu'au plus profond de mon être. J'ai 86 ans, monsieur, et je suis encore capable de prendre une arme pour la défendre, parce qu'on n'en peut plus. Et aujourd'hui, à entendre ce Willy parler, je me dis, ça me rend l'espoir, parce que j'ai toujours dit qu'il y avait toujours des gens dans notre pays qui pour l'instant ne disent rien, mais qui sont prêts au moment voulu à faire ce qu'il faut pour rendre à la France sa beauté, sa grandeur. Et je vous assure que je suis un homme malheureux. Tout simplement. Je voudrais dire un grand merci à Willy, je ne connais pas. Je pense que c'est un nordiste, il me semble. Oui. Oui, écoutez, c'est un nordiste qui vous parle avec le fond de son cœur, parce que nous avons, sans critique absolue, etc., nous avons quand même quelque chose de... Il y a un lien, il y a quelque chose qui nous relie de par l'éducation, de par notre vie, de par ce qu'on a vécu là-haut.
Et moi, je vous dis honnêtement parlant, je suis français jusqu'au fond de mon être et je veux le rester jusqu'au dernier de mes jours. Et il n'y en a aucun qui me fera trembler. Et quand j'entends Willy qui tient ses propos, mais je le rejoins, comme je viens de vous dire, je le rejoins. Merci Serge, merci Serge. Votre propos est touchant et bien entendu on le reçoit. Ça me touche beaucoup. On le reçoit en plein. Willy Schran, qu'est-ce que vous répondez à Serge ? Je le comprends tellement, et ça me fait même monter, comme lui, les larmes aux yeux, parce que je me dis c'est terrible de devoir dire simplement les choses qu'on ressent, comme j'essaye de le faire aujourd'hui devant vous, Perico, avec vous, et d'avoir ce monsieur qui a 86 ans, qui a les larmes aux yeux, dit mais comment on a pu se tromper comme ça, mais excusez-moi l'expression, mais comment on a merdé pour en arriver là, quoi. Si longtemps. En voyant le mur arriver en face. Comment on a fait pour que ce monsieur de 86 ans ait envie de pleurer parce que tu dis juste la vérité de ce que tu ressens et de ce que tu as au fond de tes tripes. Voilà, donc je me dis, ne serait-ce que pour cette personne, je suis heureux d'avoir dit ce que j'ai dit, ce que je pensais. Bien sûr. Et voilà, je suis très, très touché. Et vous continuerez à le dire. Nous avons Suzanne. Bonjour Suzanne. Bonjour. D'où nous appelez-vous, Suzanne ? D'un petit village du Périgord. Voilà. Bonjour. Merveille. Très peu connu. Qui s'appelle comment ? Donnez le nom quand même du village. Génis. Vous êtes près de Périgueux ou près de Bergerac ? Ah non, plutôt près de Périgueux. Plus de Périgueux. Bon, et il fait chaud évidemment aujourd'hui dans le Périgord. Il fait chaud. Vous mais êtes bon, au cœur. hein. C'est le Périgord vert, alors là encore. Voilà, je pense. Le Périgord vert. Mais nous avons vu d'autres fois, vous savez, le goudron fondre sur oui, bien sûr. L'asphalte, bien sûr. Bien sûr, moi je suis âgée, j'ai l'âge de Serge, mais j'ai passé la septantaine. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Willy J'ai envie de dire que je suis d'accord politiquement avec les derniers propos que j'ai entendus et auxquels Serge a réagi, mais moi je lui trouve que la chasse ne devrait pas être un objectif permanent. C'est beau de voir les animaux sauvages dans leur cadre, on peut manger plus simplement. Alors nous avons des propriétés que nous laissons à libre disposition, des chevreuils, des cerfs et des chasseurs. Moyennant quoi, nous avons une récompense à la fin de l'année, très scrupuleusement, enfin, à la période de fin de chasse, on nous porte du sanglier, du cerf, du chevreuil. Nous n'en consommons pas, parce que nous les préférons vifs, courant les bois. Mais par contre, nous avons beaucoup de mal à en faire profiter des gens de notre entourage. Les gens n'ont plus envie, parce qu'il y a trop. Vous voyez, si on laisse faire la sélection naturelle, il y aurait beaucoup moins de chevreuils, beaucoup moins de cerfs, et tout irait très bien, parce que eux s'autorégulent. Ils savent que quand ils ne peuvent pas envisager de nourrir leurs enfants, eux, ils en font moins. Voilà, et je trouve que c'est très sage. Au lieu de ça, on fait des boîtes à pondre. Mais c'est tout à fait révoltant. Donc vous interpellez, Suzanne, vous interpellez Willy Schran sur le fait que la chasse ne permet pas une bonne régulation de la population cynégétique. Je ne sais pas ce qu'il en pense, je n'ai pas entendu qu'il ait abordé ce sujet. Il vous répond à l'instant. D'accord, oui, je vous remercie. Bonjour madame. Alors évidemment, vous avez raison d'abord quand vous dites qu'il n'y a pas que la chasse dans la nature. Heureusement, et vous avez raison, il y a des périodes où la nature doit aussi avoir du repos, c'est ce qui se passe. Voilà, et on partage un espace avec d'autres personnes, donc vous savez, la tendance générale, c'est qu'une personne qui chasse utilise, on va dire, la nature une vingtaine de jours par an pour la chasse, et souvent les 345 qui restent pour s'en occuper en vérité. Et c'est vrai qu'on s'en occupe des fois un peu trop bien, parce que d'un côté, vous dites quelque chose qui me fait réagir. Souvent, on nous reproche de tuer des animaux, d'en tuer trop, et puis d'un autre côté, ce que vous dites, et vous n'avez pas tort non plus, des fois on les aime tellement qu'on s'en occupe trop bien. Donc on est meilleur que les écolos d'ailleurs, parce que dans l'ensemble, quand on s'occupe d'une population de gibier, non seulement on va à la chasse, non seulement on tue des animaux, et tout compte fait, il y a des animaux, et ils vont souvent mieux quand les chasseurs s'en occupent. Après, je pense malheureusement que l'idée qu'il peut y avoir une autorégulation, alors c'est un long débat, hein, madame, mais je pense qu'on fait une erreur fondamentale. Dans votre raisonnement, vous excluez l'espèce humaine de la nature. Tout ce qui nous entoure sur des milliers de générations est un façonnement de l'espèce humaine. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire on va laisser la nature
toute seule, s'autoréguler, ça n'est pas possible. Il y a des espaces dans le monde pour ça. Le parc de Yellowstone aux États-Unis. Mais la France est un pays très peuplé et à un moment, on a un problème. On a un problème soit de surpopulation, on a un problème de maladie. Il y a plein de choses comme ça transmissibles à l'homme et c'est là où il arrive des problèmes. Donc on ne peut pas aujourd'hui se passer de l'espèce humaine dans un équilibre et dans les écosystèmes aujourd'hui qui nous entourent dans la nature. Vous êtes sur Sud Radio en direct avec Willy Schran qui parle avec son cœur, qui parle avec ses tripes, des valeurs auxquelles il croit, de la France qu'il aime, qu'il ne veut pas voir mourir, et nous cherchons à savoir comment la défendre tous ensemble dans un esprit citoyen et républicain. Vous restez avec nous, vous continuez à nous appeler au 0826 300 300, vous appelez Zacharias, on transmettra les questions à Willy Schran qui visiblement n'a pas peur de vous répondre parce qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, c'est normal. Sud Radio, c'est la radio du Parlons Vrai. À tout de suite. Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h47 et j'ai le plaisir et le bonheur de partager cette émission avec Willy Schran. On peut dire qu'il l'a animé à côté de moi parce que la ferveur dont il a fait preuve, la force de ses propos et de convictions, c'est pas des certitudes qu'il a, Willy Schran, c'est des convictions. Ça fait peut-être la différence avec certains hommes politiques. Et évidemment, vous êtes très nombreux à nous appeler parce que vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de partager et votre passion et votre colère sur la France, surtout qu'on est en souffrance à cause de cette canicule issue quand même d'erreurs humaines. Et pourtant, ça fait, quand je me souviens, quand j'étais gamin, il y avait Alain Bombard qui traversait l'Atlantique sur un Zodiac en plastique et il disait déjà en 52, il y aura un jour des problèmes climatiques et on le paiera très cher. C'était il y a 75 ans, vous vous rendez compte. On est en ligne avec Isabelle. Bonjour Isabelle, vous nous appelez de Paris. Oui, bonjour Perico et bonjour. Merci de nous appeler Isabelle. Vous avez envie... Oui, j'ai écouté évidemment attentivement Monsieur Willy Schran. Je rejoins complètement ses idées et je suis moi aussi très triste, très affectée de l'état de la France et je pense que j'ai quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps parce que je suis Monsieur Asselineau depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans. Sûr. Et il faut parler de la souveraineté de la France. Il faut qu'on retrouve notre souveraineté. Je ne comprends pas que Monsieur Asselineau, je parle pas, je suis pas une fan de Monsieur Asselineau, hein, c'est pas ça. Mais je ne comprends pas qu'on ne reprenne pas plus ses idées parce que tout ce que la France veut, c'est les idées de Monsieur Asselineau. C'est retrouver notre souveraineté. Quand vous voyez l'état de l'agriculture, que les agriculteurs français sont en souffrance et que ils ont des normes impossibles et que dans les autres pays on ne leur soumet pas ces normes-là, on marche sur la tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Isabelle, je parlais de souveraineté dans mon humeur en disant qu'autrefois elle était un gros mot interdit, que c'était une insulte. Aujourd'hui, elle est dans la bouche de tous les dirigeants qui parlent de souveraineté, qui ne font rien pour, hein, Willy Schran. Exactement. C'est bien la souveraineté maintenant, mais dans quel état elle est? Ouais, dans quel état? Qu'est-ce qui va bientôt rester de cette souveraineté si on se dépêche pas un petit peu? Vous avez raison, madame, je pense pour l'Europe. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je le pense sincèrement. Ça choque toujours de dire ça, mais moi, je dis ce que je pense. Je pense que on me demande de changer tous les jours ma vie et d'adapter ma vie, mon mode de vie, ma façon de vivre à cette nouvelle Europe. Ça devrait juste être l'inverse, j'arrête pas de le répéter depuis tout à l'heure, c'est à elle à s'adapter à moi et pas à moi à m'adapter à elle en permanence. Que ce soit dans mon travail, dans ma vie, dans l'écologie, dans mes passions, dans tout ce qui m'entoure, il y a une poignée de personnes là-bas qui décident un cadre et qui décident des normes et qui veulent ensuite imposer à des centaines de millions de personnes et on n'en a pas envie et je ne veux pas vivre. Alors si cette Europe c'est ça, je le redis, oui, je le pense, je préfère la quitter que de rester dans ce cadre-là. Maintenant, s'il y a des gens qui reprennent conscience de tout ça et qu'on fait une Europe, je dirais peut-être économique, mais qu'on laisse les spécificités des pays, qu'elle nous permet de nous protéger en cas de guerre, en cas de problème, et pour ces sortes de choses-là, oui, je suis d'accord. Mais l'Europe que j'ai actuellement devant moi, franchement, j'en veux plus. Au départ, Willy Schran, c'était le marché commun de la CE, avec la préférence communaire. On se servait chez nous. Ensuite, il y a eu le traité de Maastricht, mais après le traité de Maastricht, il y a eu le traité constitutionnel. Les Français ont dit non. On a dit non. À 55%. Ça, quand même, Perico, c'est incroyable. Voilà. On a dit non. Et 3 ans après, le président Sarkozy, il le faisait passer par le traité de Lisbonne. Et on réunissait tout le monde à Versailles et on passait au-dessus de la voix du peuple. Enfin, on a juste oublié que cette Europe-là, on a déjà dit non.
et on nous la vend de plus en plus. Elle est en train de pourrir nos vies, de gangréner nos instants de liberté. Conséquence, les électeurs. On est en train de nous mettre des menottes européennes. Il y a des gens qui vont plus aux urnes parce qu'ils. On n'y va plus. Pourquoi faire de toute façon? C'est même plus les Français qui décident, c'est l'Europe qui décide à notre place. Nous avons Michel qui nous appelle de Dax dans les Landes. Oui, bonjour. Bonjour Michel. On a vu des records de température hier et aujourd'hui en Gascogne, dans les Landes. Vous le confirmez? Oui, à Pissos, exactement. À Pissos, bien sûr. Bien sûr. Voilà. J'ai mon ami Jean-Paul Kaufmann qui habite à Pissos, au cœur de la campagne landaise. Tout à fait. Alors, pour faire vite, monsieur Perico et Willy, moi, je voulais apporter qu'en plus du gouvernement français, ce sont les banques françaises qui sont en train de lâcher l'agriculture. Pour preuve, j'avais hier soir un de mes fournisseurs de matériel agricole au téléphone. Il y a maintenant, dans le cadre d'un renouvellement de tracteurs, il y a plus un prêt sur deux qui est refusé. Qui est refusé par la banque. Et également, par chez vous, dans votre pays, au Pays Basque, il y a un agriculteur qui voulait un an et demi de plus pour payer son tracteur. La banque lui a refusé un an et demi, c'est pas. Il voulait prolonger le crédit, le délai de remboursement du crédit. Voilà. Il vend son tracteur, il est obligé de décapitaliser. Voilà, oui. Il faut savoir aujourd'hui que la PAC de 92, c'est une immense escroquerie, parce que vous enlevez la PAC à toutes les exploitations agricoles aujourd'hui françaises, il n'y a que 10% qui peuvent vivre. Elle est payée à la superficie. Voilà. Elle est payée à la superficie. Oui. Et sans compter que le prince Albert touche de la PAC, le prince Charles en Angleterre touche la PAC. Ils sont propriétaires de milliers d'hectares en France. Mondiale touche la PAC. En Arabie Saoudite, c'est du grand n'importe quoi. Willy Schran, c'est une situation. On a vendu l'agriculture française. Mais on l'a vendu. C'est à se demander. Je vais même mieux m'exprimer. On l'a pas vendu. On l'a acheté en pâture. On l'a donné. C'est ça qui est pire. On l'a pas vendu, on l'a donné. Moi, je viens d'un monde agricole. Mon grand-père a élevé sa famille sur 17 hectares. C'était peut-être un autre temps, mais c'était pas si longtemps que ça. C'était mon grand-père. On arrivait à vivre, on arrivait à faire vivre une famille. Aujourd'hui, on a une agriculture qui est à la dérive totale. Il y a des gens qui meurent tous les jours psychologiquement, qui meurent, mais des fois physiquement aussi, tellement que c'est violent. C'est le cas. Voilà. On a l'impression qu'on est en train de se dire, on a donné l'agriculture, et puis nous on va produire autre chose, où on veut terminer comme une société de consommation uniquement en France, voilà. Alors qu'on se rend compte chaque jour qu'il faut qu'on ait une activité, une production locale pour s'en sortir, c'est la base. Travailler, produire, donner des salaires et ensuite consommer, et on fait tout l'inverse. Et il y a zéro réaction. Et on continue d'emmerder nos agriculteurs, de leur mettre des normes, de les empêcher de ci, de les empêcher de ça. Alors que, des fois, même pas en dehors de l'Europe, au sein même de l'Europe, vous avez des nuances permanentes à la production. Bien évidemment. Ce qui est totalement scandaleux. Mais quand je vois l'entrée de la Pologne, par exemple, l'entrée de la Pologne dans l'Europe, qu'est-ce qu'on a lâché l'agriculture polonaise? Et attendez, on s'attend à l'Ukraine, là. Et quand l'Ukraine va rentrer, parce que tout le monde, il y en a beaucoup qui veulent qu'elle rentre, mais je peux dire que l'agriculture française va définitivement mourir le jour où l'Ukraine rentrera. Déjà là, elle est malade avec les dernières entrées, mais alors la prochaine, ce sera la bonne. Ça sera la fin. Ce sera terminé. Nous avons Émilien, ça va être très rapide parce qu'il nous reste 1 minute, mais on va y arriver. Émilien nous appelle de Montpellier. Il veut répondre à Suzanne au sujet de la régulation de la chasse. On vous écoute, Émilien. Faites très court. Oui, je fais très court. Alors, je salue Michel, le Dacquois, que je suis Dacquois aussi, donc du coup, ça fait 2 Dacquois consécutifs. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. On est en train de donner l'agriculture à l'Europe, même mieux, on est en train de donner notre âme finalement, parce que l'agriculture fait partie de l'âme de notre pays. On n'aura plus rien qui nous rassemble finalement. Je reviens sur ce que disait la précédente auditrice par rapport au gibier. Donc le gibier, moi j'ai fait des études en écologie. Les populations de gibier sont intrinsèquement liées aux populations de prédateurs. Et finalement, l'un régule l'autre. Quand il manque de gibier, le prédateur disparaît. Et puis quand le prédateur disparaît, le gibier reprend ses droits. Sauf que là, il n'y a plus de prédateurs en France, il n'y a plus de loups, il n'y a plus de lynx, il n'y a plus rien. Donc la chasse a cet intérêt de compenser le manque de prédation. Si on laisse du gibier, ils détruisent la forêt. En fait. C'est le chasseur qui régule. C'est le chasseur qui régule, Émilien. C'est ce que vous dites. Voilà, je donne la parole à. C'est une nécessité. Willy Schran, est-ce que c'est le chasseur qui régule? C'est le chasseur qui régule. Voilà. Non seulement il y a de la passion, mais en plus il y a de la régulation. Donc voilà, la chasse devrait être d'intérêt public. Elle a une vraie fonction sur les territoires et dans les équilibres de la biodiversité, comme les écosystèmes. Et en plus, c'est une passion, une transmission extraordinaire avec des vraies valeurs. Vous savez, Perico, il n'y a pas beaucoup
beaucoup d'endroits aujourd'hui où on peut encore mélanger des gens qui ont de l'argent et des gens qui en ont pas trop, des gens qui sont jeunes et des gens qui sont moins jeunes, des hommes et des femmes et tout ça. Parce que même dans un stade de foot de 80 000 personnes, vous êtes dans votre petite cellule de 4 personnes, mais là vous êtes obligé de partager, parce que si on s'entend pas et on se parle pas et on vit pas ensemble une journée, voilà, du début jusqu'à la fin, y compris le repas et la convivialité, ben on s'est pas chassé. Donc il n'y a pas un seul endroit où on a encore ces valeurs-là. Chez moi en Touraine, il y a des gens en particulier qui cassent la croûte après donc la chasse, ça devrait être obligatoire. Voilà, ça devrait être effectivement d'intérêt général, parce que ça a une vraie fonction bien au-delà des espèces, ça a une fonction sociale, c'est un héritage, c'est une culture, c'est la France. Merci Willy Schran d'avoir été avec moi aujourd'hui, avec nous sur Sud Radio, avec les auditeurs, d'avoir dit ce que vous avez à dire. Je vous ai dit la dernière fois que vous alliez revenir, vous êtes revenu aujourd'hui, et je vous relance le défi. On n'a pas fini cette conversation, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir pour vous accompagner dans vos coups de cœur et dans vos coups de gueule. Merci Willy Schran. Merci. Quant à nous, je vous dis rendez-vous à demain pour une nouvelle France dans tous ses états. Là, je vous laisse en compagnie de Béatrice, Brigitte Lahaye, pardon, je suis un peu ému, voilà, qui va nous parler sentiment de cœur, mais bon, Diane était aussi la déesse de la chasse, n'oublions pas, et Diane était belle. Merci à tous, à très vite sur Sud Radio.